Bonjour et bienvenue sur Et Action, le podcast qui s'intéresse au métier de réalisateur. Et qui de mieux pour ça que d'accueillir des... réalisateurs, merci. Et scénaristes. Non, j'allais dire, cet épisode est particulier parce que nous n'accueillons pas uniquement un réalisateur. Aujourd'hui, nous accueillons aussi un scénariste. Et cette prochaine heure sera l'occasion de nous partager leur parcours, leur histoire, du début à aujourd'hui, le quand, le comment, le pourquoi. Et oui, pourquoi vouloir s'infliger une telle souffrance? Pourquoi ne pas vouloir travailler dans un open space avec des heures fixes et des team building entre collègues? Pourquoi ne pas vouloir accéder au sens CDI avec un vrai salaire pour pouvoir louer un appartement ou contracter un prêt? Pourquoi ne pas vouloir faire un vrai travail, quoi? On l'a tous déjà au moins entendu une fois. Cette émission est une lettre d'amour à tous ceux qui un jour ont rêvé de devenir réalisateur ou scénariste et tentent aujourd'hui ce parcours du combattant. Je m'appelle Louis Herriot, je suis réalisateur mais aussi présentateur de votre émission Et Action. Et aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Lange, réalisateur. Et Thomas Mansuy, scénariste. L'anomalie du jour. Vous allez bien? Ça bien. va plutôt pas mal. Et toi? Eh ben moi ça va très bien. Cool. Et donc vous êtes réalisateur et scénariste. Ouais, j'écris aussi, mais moins bien. Et c'est votre métier aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ok. Oui, on en vit. Sinon, on serait pas là d'ailleurs, je pense. Sinon, Non, on serait en parce train de que- bosser. Non, parce qu'en vrai, je précise, parce que c'est vrai que aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent se considérer comme scénaristes ou réalisateurs, qui vont avoir un job à côté pour pouvoir vivre, parce qu'ils sont au début de leur carrière et tout ça. Mais ils ont bien raison. Mais c'est même important de pouvoir rapidement dire qu'on l'est. Oui, c'est ça. Voilà, c'est les prophéties et puis autoréalisatrices. En fait, Exactement. à partir du moment où on écrit, on a envie d'écrire, on le fait quotidiennement, ou en tout cas assez régulièrement. Ouais, on Ouais. est scénariste. Et on a commencé comme ça, nous aussi, avec des jobs. Bah, c'est Non. ça. La question, c'est qu'on gagne de l'argent avec et on paye notre loyer avec. Ouais, d'accord. ok. et Bah, nos c'est ça. impôts. Et ok, bah trop bien. Bah on va commencer. Et bah Thomas et Nicolas, d'où vous est venu l'amour du cinéma? Est-ce que vous avez un souvenir, quelque chose? Vas-y, Alors, commence. Moi, ça va faire un peu Versters original, en fait. Non, moi, très banalement, moi, c'est mon grand-père. Ok. Mon grand-père maternel qui, quand j'étais tout gamin, s'est mis à me montrer des films qui m'ont un peu bousculé. Et moi, je me suis fait, par exemple, tous les Sergio Leone Ok. à 8-9 ans. Donc, je me suis pris des chocs esthétiques. Il était une fois dans l'Ouest. J'ai rien bité à Il était une fois la Révolution, mais j'ai kiffé. Et très vite, de toute façon, moi, tout gamin, j'écrivais des petites histoires, j'écrivais des petites chansons, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais putain, faut écrire pour l'image, en fait. Ok. C'est une puissance incroyable. Donc, mon grand-père qui m'a jeté là-dedans et j'ai plus lâché le truc. Ok. Et t'as un film en particulier qui t'a marqué dans tout ça? Un film qui t'a... Déjà un film, avant de parler du film ou du truc qui t'a donné envie d'écrire, le film qui t'a fait te rendre compte en fait du cinéma. Genre un peu comme si d'un coup c'était genre il y avait un nouveau truc qui apparaissait dans ta vie. Pour moi, c'est le bon, la brute et le truand. Ok. C'est parce que pour moi, c'est un film complet. Quand je le regardais gamin, j'avais l'impression que ce film durait 6 heures. Parce que C'est le cas, c'est le cas. Non, mais parce que je me faisais entraîner dans un truc complètement dingue. Il y avait de l'action, il y avait de l'humour et il y avait une esthétique incroyable. Et j'avais l'impression qu'on me racontait une épopée. Je passais à côté de certaines choses. Mais voilà, pour moi, c'était un peu la forme ultime. Et ouais, ce film m'a jamais quitté. Je le vois tous les ans et je suis complètement obsédé par ce film. C'est très banal parce que c'est un film polyamoureux. Il a beaucoup de fans, De gens qui apprécient. de gens qui apprécient. C'est pas un choix très Niche. très niche, mais voilà, c'est vraiment. L'avoir vu à 9 ans, c'est déjà. Ouais, c'est 19 ça. ans, je crois, il a dit. Non, et puis il faut savoir que dans ce film, il y a des scènes de torture, il y a des trucs un peu durs Ouais. dans ce film, mais voilà, moi j'ai Moi, je été pense habité que, par ça. ouais, je pense que moi, je l'avais vu genre à 11-12 ans. Et moi, je me souviens, c'est la scène où vraiment je me suis dit, ouah, peut-être que je suis pas prêt pour ce film. C'est vraiment la scène de fin. Avec, tu sais, la caméra qui tournoie, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ouais, et Tu puis, sais, genre, tu sais, t'as encore ce truc de, tu sais pas ce que c'est, un film d'auteur, tu sais pas. Et là, tu te dis, moi, je suis en train de regarder un film d'auteur, là, le mec, il me fait tourner en bourrique avec ces espèces C'est ça. d'impasse mexicaine qui n'en finit pas. Mais quand Mais, t'es jeune, ça te paraît très long. quoi. et je suis tellement ouf de ce film, il faut savoir que j'ai ma pierre tombale tu sais, sur le lieu, en fait, tous ces décors de Sergio Leone qui sont en Espagne, pour la plupart, sont restés en l'état et souvent à l'abandon. Il y a une asso qui a rénové le cimetière de la faim et tu pouvais donner des thunes pour soutenir cette initiative. Moi, il y a mon nom, il y a Thomas Mansuy, il y a une croix avec mon blaze là-bas. Énorme. Voilà.
C'est hyper joyeux. Oui, T'as une épitaphe ou pas? T'as une épitaphe cool? Ah, t'as Non. mis un petit mot? Non, t'as pas de mot? non, il y a juste mon nom. Il y a Et pas de c'est date? déjà pas mal. 2026. Ouais, c'est ça. Putain. Et toi, Nico? Et ben moi c'est pareil, c'est un peu le grand-père de Thomas qui m'a mis dedans. On était enfants. Non, écoute, moi je crois que ça a commencé très tôt. À cause ou grâce à mes parents, selon, qui étaient eux-mêmes cinéphiles. Alors, énormément de cinéma américain, hollywoodien, on va dire, Ouais. des années 80-90. J'ai vu beaucoup de films bien trop jeunes. Je pense à du Terminator, à du Shining, à ce genre de... Attends, ce genre- c'est trop marrant, tu l'avais quel âge, Shining? Oh, je pense à 7 ans. Ok. Et j'ai un grand frère qui a 50 plus que moi, et je crois que Ok. c'était son délire de me faire regarder des Est-ce qu'il y a- trucs comme ça. est-ce qu'il y a une scène qui t'a traumatisé dans Shining? Oh, ben, la vieille dans la baignoire, je crois Putain, qu'elle la vieille dans la fonctionne baignoire. toujours. Putain. Je pense que la scène de Game of Thrones avec Ouais, la c'est sorcière. la sorcière Ouais, rouge là, je sais ouais, plus ouais. comment elle s'appelle. Je pense que c'est tiré, c'est un peu Ouais, inspiré c'est de ça. traumatisme. Quoi. Ah, ce traumatisme était Putain, ouf. j'avoue. Mais globalement, tous les Stephen King, tous les téléfilms qui étaient Il est catastrophiques revenu. de série B, les Tommy Knockers, Cimetière, mais j'avais- Sponsor de notre roman d'enfance, quoi. Ouais, moi, ouais, c'était vraiment incroyable et j'adorais déjà me faire peur, on va dire, et l'émotion que ça me procurait. Ouais. J'étais des gros fans de X-Files. Bon, je suis né en 85, toi Moi aussi. aussi. Donc on est un peu des enfants de cette génération-là. Et je crois que très vite, ça m'a donné envie, en tout cas, de raconter des histoires. Je lisais beaucoup aussi, un peu dans la même veine, je lisais des Chairs de poule, moi, quand j'étais gosse. Le Club des 5, Chairs de poule, tous ces trucs-là. Et c'est vrai que ça m'a... J'ai toujours voulu participer à une sorte d'imaginaire dans cette mouvance. Alors après, évidemment, mes goûts ont un petit peu évolué. Et comme tous les kids des années 80-90, j'ai grandi avec les mangas, Dragon Ball, etc. Donc mon premier film qui m'a marqué, celui que je mettais en boucle en VHS, je sais pas si ça va parler à nos auditeurs, mais c'était Ninja Kids. Ah, Qui était un incroyable, bête Ninja de film. Kids. Non, qui est nul. C'est Mais une non. bouse le film. Mais je ne le renie pas parce que j'adorais ce film avec les trois gosses, Rocky, Ramdam, Mustang. Oui, bien sûr. Et Moi, j'adorais. j'étais Mustang. Eh ben, moi, j'étais Ramdam parce que j'avais la coupe au bol, donc je pouvais pas faire autrement. Mais sinon, j'aurais kiffé être Rocky. C'était ouf, Ninja Kids. Rocky, c'était le BG un peu. Mustang, le ténébreux. Ah, c'est pour ça, Mais Mustang. t'es rapide. Mais moi, j'étais le second rôle, toujours. Ouais, toujours le sidekick. toi. Positionné toujours. Alors que moi, j'étais le petit gros. Mais. Ça s'est inversé aujourd'hui. Qui mangeait des bonbons. Ouais, tout s'est inversé 30 ans plus tard. Et donc, ouais, c'était vraiment mon film de chevet. Je le regardais vraiment, je pouvais le regarder non-stop. Et tu l'as vu quand pour la première fois? T'as quel âge? Waouh. Je l'ai vu en cassette. Hein. Je sais pas. Je peux pas te dire l'âge exact. À mon avis, ça doit être entre 6 ans et 14 ans, d'un nombre de fois incalculable. Ok. Mais les vrais premiers films, mes premiers émois cinématographiques, on va dire, c'est à la fois les premiers films que j'ai vus au Cinoche. Donc, je pense que c'est Cro-Blanc et peut-être Oliver de Disney. Je sais pas si ça te dit un truc. Oliver ça. et compagnie? Ouais, Oliver Ouais, et bien compagnie. sûr. T'en as demandé un, mec. Ouais, mais c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. J'aime les films, j'aime le cinéma. Et vraiment, ma première claque où je me suis dit, ok, c'est la dinguerie, c'était Jurassic Park. Eh oui. C'était, de toute façon, c'est le C'est la trio réponse, gagnant, oui, c'est puis Seigneur des Anneaux, Jurassic Park et un Tarantino. C'est Ouais. vraiment Seigneur genre- des Anneaux de Peter Jackson, nous on était un peu yeuves déjà. Ouais. Mais Jurassic Park, moi, quand je réalise que je l'ai vu au cinéma, je Ah me ouais. dis, mais que faisaient mes parents, quoi. Enfin, Ah, mais moi Ça je l'ai va. béni. C'est quoi, Mais moi, c'est je l'ai 91? béni. 93. Ça va. 93. Moi je mais l'ai béni, on avait on a 8 ans. 8 ans, mec. Mais, Ouais. Ça va. mais Mais jamais j'emmène mes enfants enfin, voir Jurassic Park Il à faut 8 se ans. replonger dans l'époque. Tu te souviens, il y Ouais. avait une sorte de truc où au Domac et tout était Jurassic mais Park. bien C'était sûr. dingue, c'était mais ouais. dingue. Et Moi, moi, ça va en vrai, genre c'est pas ça. Enfin, Ça après, va, mais c'est moi, le peut-être- bras coupé de Samuel L. Jackson, moi, je l'ai regardé accroupi derrière 2 sièges, comme ça. ouais, mais attends, en panique. on savait pas que c'était Samuel L. Jackson à l'époque. Non, c'est vrai. c'est vrai. Donc, vrai. c'était un second rôle de ouf, quoi. C'est vrai. Mais non, dur. Mais c'est un peu genre moi c'était Indiana Jones 3 qui m'avait trauma avec Kalima. Tu vois, c'était le 2. Non, c'était le 2. C'est le 2. Oula, j'ai dit 3. Kalima Shock Day. Oh là là, Ne putain. confonds pas, il y en a un qui est excellent, le 3, et l'autre qui est beaucoup Et moins ben bien. moi, c'était mon préféré, le 2. Mais t'as toujours eu mauvais goût. Hein. Ouais, Oui, le Temple maudit, j'ai toujours adoré. Ouais, moi c'était vraiment genre le trauma, c'était vraiment genre cette scène de cœur et tout ça. Là pour le coup, tu vois, genre t'as un truc
Vraiment, genre, gore, et c'est des humains qui font subir ça à d'autres humains. Je trouve que psychologiquement, pour un enfant, c'est beaucoup plus C'est terrifiant très qu'un dur. monstre, tu vois. Mais pourquoi le 2 ? Pourquoi moi je défendrais toujours le Temple Maudit ? Parce qu'il y avait 2001 et que Aïe. ça, le pouvoir d'identification de ce gamin, qui sauve des gamins d'ailleurs, incroyable. Et qui, surtout, Un citoyen du monde. qu'est-ce qui est devenu 2001 ? Ah ben incroyable, il ben, explose en ce moment. C'est un c'est truc un de malade. Oscar. On le voit Everything par Everywhere Oscar. at Once. Comme quoi, il faut jamais lâcher l'affaire. Faut le lâcher. Surtout qu'il a eu un gros moment où il était Un dans gros une passage à vide, Gros oui. passage à vide. Ouais, mais bon, passage à vide de 30 piges quand même, hein, donc c'est quand même Oui, un mais bon, gros passage. les Goonies, le Temple Ouais, Maudit, je veux Data, dire, le gars... Data dans les Goonies quand même. Data et Witness, ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on ferait pas un podcast autour de Spielberg je me pose la Allez, question. on prend un virage. Allez, vas-y, on arrête. Je vous pose plus de questions, on va que parler de Spielberg. Non, est-ce que donc là, on a parlé un peu des films qui vous ont marqué dans votre cinématographie, votre amour du cinéma. Est-ce qu'il y aurait un film où, pour le coup, donc toi, Thomas, tu as dit, c'était quel film qui avait déclenché cette envie d'écrire ? Moi, j'étais sur Le Bon, la Brute et le Truand. Ok. Donc c'est le même film qui t'a fait découvrir le cinéma et celui qui t'a fait découvrir l'envie d'écrire. Non, ce que je compléterais, parce que je trouve que Nico a fait une réponse bien plus longue que moi, et ça me frustre un C'est peu. faux. Et non, ce que je veux dire, c'est que moi, pour le coup, j'ai eu ce choc cinématographique assez intense. Mais après, ce qui moi m'a lancé dans ce métier, c'est que j'ai été un vrai enfant de la télé. Que moi, ça a été la trilogie du samedi, Ouais. le Club Dorothée à un certain Bien niveau. sûr. Mais, voilà, et c'est tout ce truc-là où je me suis dit, mais putain, j'ai envie d'écrire des trucs où et les Ninja Kids, c'est pas inintéressant comme rêve, parce que il y a quand même un truc, moi je rêve, et ça existe quasiment plus aujourd'hui, de retrouver des séries, tu sais, où tu peux te dire, je suis ce perso-là, où c'est mon préf et j'ai trop envie de voir ce qui va se passer quand il va intervenir. Tu vois, il y a eu un peu ça dans Game of Thrones, mais c'était tellement sombre que c'était un peu dur d'avoir cette joie-là. Mais tu vois, il y avait un peu ça dans Buffy, tu pouvais avoir ton perso préféré, tu vois. Et moi, j'ai vécu avec ça en me disant, putain, j'ai envie de raconter des histoires sur des années. Donc beaucoup plus vers de la série au final que vers le cinéma. J'avais des chocs, tu vois, émotionnels avec le cinéma ponctuel. D'ailleurs, moi, je sortais souvent du cinéma un peu déprimé, tu vois. Je me disais, wow, pendant 1h30, on va c'est dur d'en sortir. Il faut revenir dans le vrai monde. Alors que la série, il fait nuit. Alors que la série, moi, je vivais avec, et je me disais, mais quel bonheur, et c'est ce que je me dis encore aujourd'hui, quel bonheur de créer des personnages et de vivre des années avec, d'être familier avec eux. La dernière fois que ça m'a fait ça, c'est Better Call Saul, tu vois. Tu te dis, putain, les gars, tu vis avec ce personnage devient un membre presque de ta famille. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et voilà, donc moi, c'est beaucoup plus la trilogie du samedi, mais même, je vais te dire, il y a des Buffy. Buffy, c'est hyper intéressant parce qu'on a regardé au début, c'est un peu comme Harry Potter pour une autre génération, c'est que tu regardes, au début, c'est fun, et à la fin, c'est hyper dark et très adulte. Ouais. Et quand ça se termine, tu dis, waouh, ça a été une part de ma vie. Voilà, donc moi, ça a déclenché ce désir d'écrire de la série, plus spécifiquement. Mais je reviens à ce que tu disais précédemment sur Ninja Kids et le Club Dorothée, etc. Est-ce que tu penses pas que le modèle un peu du shonen, ça nous a marqué, nous, notre génération, tu vois ? Bah, je pense franchement de ouf. Hein. Tu vois, sur ces personnages, parce qu'on se connaît un petit peu, parce qu'on travaille ensemble depuis quelques années désormais, mais on fait toujours des personnages de wannabe, tu vois, qui essayent un peu de se sublimer au cours de l'aventure, quoi. One Piece, par exemple, moi, c'est le truc le plus récent. Je me suis dit, ça m'a reconnecté à ces désirs-là. C'est que vraiment, t'as des personnages très purs, très wannabe, justement, et que t'as envie de suivre, évidemment. Mais ouais, je suis d'accord. Mais je pense que de toute manière, à partir du moment où on a commencé à avoir la culture manga qui s'est implantée en France, il y avait ce truc vraiment de personnage qui veut devenir le meilleur de quelque chose et tout ça. Même si on se faisait bien niquer par moment, hein, ces épisodes de Dragon Ball Z où pendant 20 minutes ça tchatchait en voix. C'était les 5 dernières minutes. Mais d'où tire-t-il toute cette puissance? Avec des respirations un peu. Et voilà, tout. Et c'est tout. C'était la fin de l'épisode de City Hunter où le mec dit que je l'appelle Mammouth, mais en vrai il s'appelle Mammouth. Un truc. En fait, tu sais, le mec casse le 4e mur. Comment c'est légal, tu vois, de faire ça? Comment le mec il a. Mais heureusement qu'il nous a fait ça. Je pense qu'ils nous ont épargné beaucoup de trauma, parce que je pense que le matériau brut qui débarquait du Japon, à mon avis, il était bien vénère. À l'original, c'est pas la même ambiance. Mais Ken, le survivant de l'enfer, tu vois, vous oui, le clan des couteaux de cuisine. Heureusement qu'il nous mettait un peu mais déjà, là-dedans, quoi. Déjà, le fait de l'avoir importé en France, déjà le truc grave, tu vois, parce que ça coûtait pas cher, donc forcément, fallait.
C'est tellement grave. Mais ouais, oui, non. C'était quali quand même, mine de rien. Enfin, moi, je suis encore friand de manga, tu vois, et parfois je suis étonné par la qualité d'écriture. Ah, mais bien sûr. Je sais pas si t'as déjà lu 20th Century Boys ou Monsters et tout. Ouais, Enfin, putain, ouais. tu te dis, mais wow, les mecs, c'est des scénaristes de malades, quoi. Et surtout, c'est des marathoniens, les mecs. Parce que franchement, ouais. Mais je sais pas comment tu fais pour vivre. Là, le mec qui a fait Berserk, il est. Mais t'as plein de mecs qui sont... Ouais, mais t'as plein de mecs qui sont en burn-out et tout. Moi, j'avoue que je me suis éloigné des mangas et des animés parce qu'il y avait un truc presque un peu trop dark. J'ai essayé l'Attaque des Titans et tout. Moi, ça te déprime? Il y a deux trucs. C'est un, ça me déprime parce que c'est quand même très très sombre. Et deux, ce qui me gonfle un peu, c'est cette tendance à avoir des voix off internes sur l'émotion des personnages qui te font des tartines de mais pourquoi suis-je en vie alors que l'autre est mort sous mes yeux, et ça, voilà, ça me gonfle très vite. Après, énorme respect encore une fois pour les Dragon Ball, pour les Nicky Larson. Même Nicky Larson, on retient que le mec est un obsédé et tout, mais quand même, c'était une série qui était capable d'alterner ces moments qui passerait plus aujourd'hui, clairement, parce que le mec juste accepte des contrats parce que la meuf a des seins énormes. Voilà. Et d'un coup, tu basculais dans le film noir le plus sérieux, le plus stylé. Et voilà, t'avais une espèce d'alternance comme ça. Et donc, énorme respect là-dessus. D'ailleurs, il y a une nouvelle adaptation de Nicky Larson sur Netflix, fait par les Japonais. Voilà. Et Philippe Lachaud. J'avoue que petite nostalgie. Ok. Non, petite nostalgie quand même. En le regardant? Ouais, parce qu'en plus ils te remettent le générique original. Il y a un truc, il y a quand même un truc qui va nous habiter jusqu'à la fin de cette époque où on prenait notre petit déj devant le Club Dorothée. Je trouve que le Nicky Larson de Philippe Lachaud a des défauts, mais il a comme qualité d'avoir, genre par rapport à ce truc de vraiment les mauvais doublages, les trucs comme ça adapte pas City Hunter en fait. Ça adapte au Club Dorothée. C'est ça, complètement. Je ne l'ai pas vu. Et moi, énorme respect. Alors, pour le coup, c'est pas trop ma came en tant que spectateur, mais énorme respect pour Philippe Lachaud et toute sa bande, parce que il y a du cœur quand même dans ce qu'ils font et ils assument. Et Nicky Larson, c'est un super exemple parce qu'ils vont au bout de leurs références. C'est hyper malin. Il y a beaucoup d'âme là-dedans et c'est. Mais j'ai eu le directeur de Cascade. Bon, on va arrêter d'en parler alors. Non, mais j'ai eu le directeur de Cascade qui a dit effectivement qui lui en fait a vraiment participé donc de bout en bout au truc. Et il disait, c'est normalement un directeur de cascade, il fait les prévisus, et puis il y a peut-être 90% du temps, tu verras jamais tes prévisus qui vont être adaptés parce que la personne, le réalisateur, il a fait non, en fait, j'ai envie de faire mon truc. Donc en fait, l'action est pas très bien rendue. Et là, c'est vrai que, vu que Philippe Lachaud voulait que vraiment l'action soit le rendu le mieux possible, c'était vraiment eux qui avaient la cam, eux qui avaient le contrôle, qui vraiment ont pu tout préparer en amont. Les acteurs sont venus pour préparer les trucs. Enfin, tu vois, il y a eu un peu plus de... C'était qui, Manu Lanzi Je sais plus. Tu sais, ouais. T'as toujours été très proche des gens. Toujours très proche. Et donc toi, toi, Patrick, bidule, scénariste. Toi, scénariste. Et donc, pour revenir un peu donc à cet amour donc du cinéma, là vous êtes un peu dans le truc. Donc toi, Nicolas, il y a un film ou pas qui a déclenché cette envie donc de devenir réalisateur ou pas? Un film, je pense pas. Honnêtement, c'est compliqué parce que je pense que ça a été une lente maturation. Bien sûr, on va dire que jusqu'à mes 16-17 ans, moi je voulais être musicien. Voilà, j'ai toujours fait de la musique, c'était mon rêve le plus fou. Évidemment, tout ça entrecoupé par des épisodes où je voulais être paléontologue, après Jurassic Park, ou archéologue, après Indiana Jones, ou skateur professionnel à mon adolescence, ou footballeur, mais tout ça n'est pas arrivé. Non, j'ai quand même un souvenir, on va dire, de mes 17 ans, où je regarde beaucoup de cinéma coréen, je vois Old Boy, et je me dis, waouh, ça me tenterait quand même bien de... Je crois que c'est la première fois où je m'intéresse vraiment à la technique avec Old Boy. Okay. Je devais avoir 16-17 ans et je me dis ok, essayons d'étudier la grammaire cinématographique, et je commence un petit peu à lire des livres, alors toujours les mêmes trucs, plan large, plan moyen, plan serré, etc. Tu vois, ouais, voilà, tu vois, le jargon, quoi. Ouais. Mais je commence à analyser à la fois la technique, la grammaire audiovisuelle, donc les mouvements de cam, le blocking des comédiens dans l'espace, et en même temps, je commence un petit peu à étudier les conflits moraux au sein du storytelling. Et ça commence un peu comme ça, et puis moi, je passe mon bac, je fais une prépa HEC, vraiment rien à voir. Et puis je passe en conseil de discipline et j'ai une discussion avec mon père.
mon père, il me dit, mais c'est vraiment ça que tu veux faire, quoi. Tu veux pas faire autre chose. Et puis, ma mère commence à faire des recherches et tout. Elle me dit, tiens, il y a une école de cinéma. Et je me dis, ah, mais c'est bien, j'aime les films, allons-y. Et je me souviens très bien, je fais mon entretien pour l'école. Et le mec me dit, donc je lui explique tout ça, que je suis un grand cinéphile et tout. Et il me dit, mais vous savez, c'est pas parce qu'on écoute beaucoup de musique qu'on est un grand chef d'orchestre. C'est vraiment encourageant. C'est bienvenue à l'école. C'était quelle école? C'était l'ESRA. La plus grande école de cinéma au monde. Tu l'as faite? Ouais, bien sûr. Okay. Bien sûr. J'ai fait l'ESRA, que c'était très sympa. Alors, il faut savoir que Nico, son carburant, c'est la provoque. Donc, en fait, si on lui dit, tu n'y arriveras jamais, il va le faire. Ah, bah, évidemment. Le côté Zlatan de l'audiovisuel. Mais, non, mais j'avais trouvé ça assez pertinent. Et puis, je me retrouve avec des mecs qui ont fait des BTS audiovisuels qui sont bien meilleurs que moi dans tous les domaines. Et donc j'ai mis à profit mes 3 ans d'études pour à la fois rattraper mon retard, peaufiner mon style. Et puis, on a eu cette chance... après, je parle beaucoup, je sais. Hein. Mais de toute façon, c'est très fluide parce que c'est les prochaines questions. Donc, ok, on a eu cette chance d'être d'une génération où on a connu une forme de démocratisation de l'audiovisuel. Ah, bien sûr. Ouais. Tu vois, moi, j'ai... Les petites caméras DV qui ont débarqué, on n'avait pas l'iPhone, mais on avait des tri-CCD toutes pourraves, en HDV et tout, les Sony Z1 et tout. Donc, mais ça, c'était déjà... Mais à la maison, tu avais une carte d'acquisition, tu pouvais te faire du montage sur Premiere. Alors, c'était Final Cut 4 à l'époque. Mais tu vois, je me souviens très bien de l'arrivée du 5D. Okay. Et ça, pour nous, ça a changé le game. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir une image... pas cinématographique, c'est pas vrai, mais avec un vrai piqué, tu vois, les DSLR, ils ont vraiment changé le game. Et puis on pouvait faire nos courts-métrages entre potes. Alors par contre, ce qui a toujours été une galère, et ce qui est toujours, c'est le son. Tu galères toujours à trouver un gars qui a du matos son. Mais c'est vrai. Mais bon, à l'époque, on pouvait faire beaucoup de choses avec... Ouais, puis on faisait un son de merde. Oui, c'était franchement... tu t'en rends pas compte aussi, genre l'importance du son, t'es en mode... Alors, je vous ai dit que j'étais musicien. J'ai toujours fait... J'ai toujours pris soin du son. Je trouve que ça fait 50, voire 60% du job. Attention, je disais à l'époque. Je dis pas que je dis pas aujourd'hui, genre le son c'est pas si important. Je disais c'est vraiment la réflexion. Si, c'est ce que t'as dit, Louis. Si. Réécoutons, réfais-moi. On va rembobiner. On rembobine et tu vas voir que c'est exactement ce que t'as dit. D'ailleurs, je trouve que ce podcast est très mal mixé. Voilà, je tiens à le dire. Non, mais blague à part, on fait partie de cette génération-là où c'était possible pour nous de faire des petits courts-métrages un peu quali. Pas dans l'écriture, je te rassure, pour ma part en tout cas, mais un peu quali, c'est normal, et qui avait un peu de gueule. Et moi, c'est comme ça que j'ai démarché des prods, d'ailleurs. Avec tes premiers cours? Avec tes premiers trucs? Okay. Mes premiers cours, c'était en pellicule. C'était des courts-métrages étudiants en Super 16. Mais j'ai démarché des prods en faisant des trucs au 5D. Des petits trucs au 5D, des 5, 10 minutes, etc. Ou C300, enfin, tu vois, ce genre de petites cams, mais qui avaient déjà beaucoup d'âme, beaucoup de gueule, et qui ressemblent énormément à ce que j'ai pu faire après, par la suite. En termes de direction artistique. Et après, il y a le côté démarche, mais il y avait aussi, pour moi, il y a un aspect pédagogique. Et d'ailleurs, quand je parle des fois avec des jeunes scénaristes, enfin, je me considère pas comme un vieux scénariste, mais... Bon, tu peux, hein. Ouais. À force d'être jeune, on devient vieux. À être vieux. Mais non, mais je veux dire, des débutants ou voilà, qui arrivent. Moi, je trouve qu'un des plus grands dangers dans notre métier, c'est d'être uniquement dans le nuage des idées. Tu vois, t'as des projets, t'as des envies. De pas faire. Quand t'écris, de pas faire ou de pas avoir le droit de faire. Et en fait, d'avoir des idées que tu imagines super, mais de jamais avoir éprouvé la réalité de ton écriture. Voilà. Et moi, ce qui m'a fait du bien à cette époque-là, parce que je faisais plein de courts-métrages amateurs de la même façon, j'écrivais et tout. Alors attention, parce que... vous brûlez les étapes. Ah merde. Bon, alors, mais vas-y. Non, mais du coup, sur la pédagogie, c'est juste... Moi, à chaque fois, je dis, mais c'est une telle chance de voir le truc, mais même le truc merdique que tu as écrit dans une salle de cinéma réalisé, et tu te dis, ah ok, je ne ferai plus jamais ça. Je ne commettrai plus jamais cette erreur-là. Je ne serai plus jamais acteur. Voilà. Non, puis même, j'écrirai plus jamais ça comme ça. Et en fait, écrire pour l'image, c'est pas ça. Et avoir ces petits moments de gênance, parce que ton truc a été réalisé, et qu'il existe, et que tu le vois appliqué. Parce que sinon, c'est facile de vivre dans ta tête et de te dire, si seulement je le faisais, ça serait génial. Sinon, t'écris des romans, quoi. Et donc, nous, ça nous a permis de vite expérimenter et de vite se rendre compte qu'on avait des vraies marges de progression. Et ouais, c'est une belle époque. La DV. Et ben voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, la DV, donc vous faisiez... toi, Thomas, est-ce que tu avais réalisé des petits films quand tu étais genre ado ou des trucs comme ça? Genre vraiment à la DV, vraiment. Alors, avant, moi, je le dis, c'est pas du tout une posture. J'ai jamais eu de velléité de réalisation. Et c'est une question, bizarrement, qu'on pose beaucoup aux auteurs. On me dit, mais tu veux pas réaliser?
Non. Et pour moi, c'est un métier à part entière qui demande une sensibilité très particulière, un sens du rythme très particulier. Moi, je veux vraiment... moi, mon but, c'est d'atteindre le kung-fu dans l'écriture. J'ai pas tellement envie de faire autre chose. Tu veux devenir le meilleur scénariste du monde? Oui. Le kung-fu panda. C'est très shonen, mais voilà. Non, mais au final, moi, j'ai jamais eu d'autres velléités. Et en fait, je me suis retrouvé gamin, j'écrivais des petits trucs, je faisais des petites BD et tout. J'écrivais des chansons, des trucs, des poésies. Je cherchais, en fait, je voulais écrire. Puis après, moi, j'avais beaucoup de potes qui sont partis en fac de ciné. Moi, comme j'étais un peu lâche et que j'avais peur, j'ai fait une prépa, j'ai fait une Hippocagne. Enfin, je suis parti dans un truc très généraliste. Oh merde, très généraliste pour surtout rien choisir dans la vie. Et en fait, ils avaient pas de scénariste, donc moi je leur écrivais leur scénar de fac, d'école, voilà. Et c'est là que j'ai découvert que j'écrivais mal et qu'il fallait que je m'améliore. Donc tu t'es dit, je vais en faire une carrière. Non, mais surtout, je me suis dit, ça m'excite, je me sens vivant quand je le fais. En revanche, ouais, mec, faut que tu apprennes à écrire pour l'image. Vraiment. Et t'as fait quoi? T'as fait Cagne Hippocagne? J'ai fait Cagne Hippocagne. Après, j'ai fait une année d'histoire en L3. Qui était l'année du CPE, si certains se souviennent de ça. Il y a eu des grèves partout. Donc, en fait, mon année de fac, ça a été regarder Lost en caleçon dans ma chambre, en fait. Et puis j'ai fait un début de M1 d'histoire. Et puis ma meuf de l'époque m'a dit, mais t'as bien l'air de te faire chier quand même. Pourquoi t'écris pas si t'aimes écrire? Je dis, ouais, ok. Et donc, du coup, je suis devenu barman. Et non, mais c'est vraiment été ça. Hein. C'est pas un cliché. J'ai fait barman. J'ai été caissier chez UGC. Alors, j'étais au contact du cinéma, tu vois. Mais je ramassais des M&M's écrasés. C'est un bon contact. Et je voyais le générique de fin de Pirates des Caraïbes 3 en boucle. Mais non, mais du coup, j'ai fait des petits boulots. Et puis, je me suis mis à écrire. Notamment, j'ai passé beaucoup de temps à faire des 48 heures film project. Je sais pas si tu connais ce truc-là, mais ça c'est merveilleux, je le conseille à tout le monde. Faut aller se frotter à ce truc-là. Tu fais un film en 48 heures, t'écris en une nuit blanche et encore une fois, tu vois beaucoup de tes erreurs. C'est vrai qu'il y a un truc, tu pensais à quoi? Non, je confonds 48 et Nikon. Et c'est vrai que c'est des exercices que j'ai jamais fait moi et qui me font rep de ouf parce que c'est une vision extrêmement compétitive de la chose, je trouve. Mais non, moi je trouve que le 48 heures a cette qualité de vraiment te permettre d'avoir en 48 heures, tu t'es inscrit, tu t'es engagé, donc tu dois écrire, réaliser et produire quelque chose, et donc tu es dans une obligation de résultat à la fin. Ouais, bien sûr. Mais ce que j'ai ajouté, c'est que Nikon, tu as ce truc de vote en ligne. Ouais, mais qui moi je trouve assez désagréable. Ouais. Alors que le 48 heures, il y avait un vrai côté fête. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin, des fois, t'as fait des films tout pétés, mais tout le monde se marre, tout le monde est content de l'avoir fait. Nous, on faisait ça entre potes. On faisait des cadavres exquis. Scénar et en tournée montée. Et c'était assez cool et on n'avait pas c'était cool dans l'expérience. Le résultat final était horrible, médiocre, mais c'était marrant parce que tu vois, on avait on mettait 5 équipes et t'avais des styles très différents dans une continuité d'histoire qui était somme toute aléatoire. Mais l'exercice était cool. Était cool et j'imagine que le 48 c'est un peu la même. C'est exactement ça, et se côtoie des films complètement vraiment faits entre potes, tout pété mais avec beaucoup de joie, et puis des films très pro, et évidemment c'est plutôt ces films-là qui gagnent les prix. Mais en tout cas, ce qui est important à retenir, c'est qu'on visait pas la perfection, on visait la pratique, on avait trop envie de s'éclater, et on a dépensé beaucoup trop d'argent à faire des... Et même, moi j'ai fait avec des potes, on avait un petit collectif, on est allé faire un film ça c'était à notre compte, hein, pas dans le cadre du 48 heures, mais on est allé faire un moyen métrage de pirates et tout, enfin, on est allé tourner au bord de la mer à Dieppe, et tu vois, on avait des costumes qu'on chopait à droite à gauche, on s'est éclaté. Le film est irregardable. Et aujourd'hui, mais en fait, on s'est tellement éclaté à faire ça. Et ensuite, je sais pas si j'anticipe sur la suite, mais non, mais juste pour revenir sur un truc, c'est on va parler un peu des études, parce que moi aussi j'ai fait l'ESRA. Et pas une époque, enfin en tout cas quand je l'ai fait, moi il y avait ils ont commencé à faire des 48 heures. Donc ça veut dire qu'il y avait à la moitié de l'année, tu pouvais faire les 48 heures, il y avait une projection. Ne regardez pas mes 48 heures. Si, on va y aller. Ils ne sont pas disponibles sur Internet. S'il y en a un seul qui le balance, je sais qui c'est. Ça tu nous entends. Ton ordinateur est déjà piraté, c'est sur Twitter. Et non, franchement, je comprends l'aventure. Et c'est vrai que moi, on en a beaucoup parlé de l'ESRA, parce que aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ouais, j'imagine. Mais on en avait parlé un peu quand on s'était rencontrés. Ouais. Il y avait déjà, je pense que quand on s'était rencontrés, il y avait déjà eu un changement de directeur, peut-être. Ouais. Mais moi, j'avais été... Je pense que le fait d'avoir directement commencé, c'est-à-dire genre moi à 18 ans, boum, ESRA, tu vois. Je pense qu'il y a le truc un peu de manque de maturité, et donc t'arrives, tu vis tes années, en fait, tes belles années d'université, quoi. Moi, d'étudiant. C'est ça. Mais
Tu sais, c'est très vrai ce que tu dis, parce que j'ai parlé aux élèves de l'ESRA, parce que le directeur Joachim Azoulay, c'est un pote à moi depuis quelques années. Ça l'était avant qu'il devienne le directeur. Et donc, j'ai fait une sorte de conf là-bas avec une projection. Et je trouve que c'est une école où tu peux y apprendre ce que tu as envie. Ouais, c'est ça. Tu peux passer tes 3 ans sans rien foutre, c'est ça. et juste faire la teuf, quoi, globalement, la teuf, un nom de yeuve. Faire des booms, faire la boom, tu peux aller en disco club. Non, mais, tu peux passer 3 ans comme à la fac. Bon, tu vas payer un petit peu plus cher que la fac, on va pas se mentir, mais tu peux ne rien faire. Voilà. Et à la fois, moi, par exemple, j'ai fait 3 courts-métrages chaque année. Donc, tu vois, ça a été assez, ça a été une bonne école pour moi, parce que j'ai fait plein d'erreurs, plein de bourdes. Je rejoins Thomas là-dessus, c'est-à-dire que quand on est plus jeune ou même un peu plus âgé, mais qu'on est au balbutiement de sa carrière, c'est important de se tromper. Ouais. C'est important de faire des erreurs pour se dire, ok, ça, pourquoi j'ai fait ça, comment j'aurais pu le faire, et c'est une perpétuelle remise en question. Moi, encore à l'heure actuelle, je regarde mes productions, mes créations, et je me dis, mais putain, pourquoi j'ai fait quelque chose comme ça, quoi. J'aurais dû faire comme ci, comme ça, autrement, tout ça. Donc, on se réinvente perpétuellement, mais c'est important de commettre des erreurs. Moi, je fais souvent l'analogie avec l'apprentissage d'un instrument. Bah, on te met un violon dans les mains, tu vas pas me sortir du Vivaldi, quoi. Ou alors t'es une IA. Ou alors t'as menti. Tu sais très bien. Est-ce que t'as déjà violé une des 3 lois de la robotique, Louis? Okay. Non, mais tu vois, si je te file un violon, ça va être catastrophique. Mais si t'en joues pendant 15 ans, il y a fort à parier que tu deviennes un petit peu costaud dans ton instrument. Donc toi, l'ESRA, t'en es sorti avec un genre... Alors, j'ai pas fait mon apprentissage véritablement à l'ESRA, parce que je pense que c'est sur les plateaux. Moi, j'ai eu cette chance-là de pas gravir les échelons. Tu vois, j'ai pas été 3e assistant, 2nd, 1er. J'ai jamais été 1er de ma vie. Je trouve que le 1er assistant est un poste extrêmement dévalorisé, alors que c'est un des plus importants sur le plateau. Et je respecte énormément ce taf que je suis parfaitement incapable de faire moi-même, quoi. Mais c'est quelque chose que je n'apprécie pas particulièrement, et j'ai eu cette chance de passer par la case montage, qui m'a fait accéder, on va dire, un petit peu à la réalisation. J'ai fait énormément de montage pour tout et pour rien, pour des sketchs, pour Golden Moustache, pour des trucs instits, etc. Ouais. J'en ai fait des milliers, ça a été mon job pendant très longtemps. Alors, mon premier contact avec l'industrie du cinéma, ça a été loueur de DVD chez Vidéo Futur. Tu vois, tu parlais de l'UGC. Je ne suis pas en reste. Ah, très bien. Bon, j'allais dire un truc, mais comme Tarantino. Alors, bon, c'était pas Vidéo Futur, mais alors voilà, c'est-à-dire que lui, Steve Harrington, oui, exactement, plus dans cet esprit-là. Je pense que Tarantino, il avait accès à pas mal de. Moi, j'avais que les grosses sorties de. Mais ça m'a permis de voir les Lost en caleçon. Que je prenais directement derrière le comptoir. On était connectés. Et tu veux une petite anecdote sur l'époque? Donc on était à l'ESRA. Et il était, tu vois les grosses barres en face là. Non mais je veux très bien. Tu sais, il y a des galeries, enfin il y a des petits magasins en dessous là. J'habitais juste à côté, donc il y avait le Vidéo Futur, j'y allais tout le temps. Ah ok, tu l'as connu. Quand j'étais petit, moi j'y allais tout le temps. Ah mais t'es de là? 15e. Ok, trop bien. Eh ben c'était WAM à l'accueil. Alors déjà je faisais des trucs de ouf, c'est-à-dire que je rechargeais jamais les cartes des mecs, je leur filais des DVD et tout. Et surtout j'ai fait une pyramide de Ponzi. Avec les cartes à point, je filais. C'est fini. Hein. Oui, ça a mis là. Oui. C'est toi qui as coulé Vidéo Futur. Peut-être. Ça existerait encore. Non, mais c'était une franchise et le mec qui tenait ça, c'était un fumier notoire. Et si tu nous écoutes, je pense pas. Il doit être en prison. Et si tu veux, il y avait des cartes magnétiques avec lesquelles tu pouvais prendre depuis l'extérieur des films. Et je mettais 1000 balles dessus et j'en filais à tous mes potes. Genre j'avais une dizaine de potes qui avaient des cartes avec 1000 balles dessus, donc ils prenaient dans tout Paris des films de Vidéo Futur, quoi. Ouais, mais... Le Jérôme Kerviel. Mais attends, tu étais de quel âge à quel âge? Je sais pas. De quelle année à quelle année, pardon? Putain, je sais pas, 2006-2008, un truc comme ça, quoi. Ah ouais, putain. Bah, c'est ça. Tu m'as croisé, c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est sûr, tu m'as croisé, quoi. C'est sûr, à 200%. J'écoutais, alors je choisissais la musique dans le magasin, donc ça c'était trop cool. Je mettais beaucoup de Tom York, de Radiohead, etc. à l'époque. Okay. Les gens kiffaient pas du tout. Mais ouais, époque très cool, époque très cool. Énorme. Et toi, donc, après le travail
dans les bars, les trucs comme ça? Il y a un moment où tu t'es dit, faut que je vais étudier, t'as fait un truc, un cursus. Moi, ce que je regrette, c'est que je parlais de lâcheté tout à l'heure. Moi, c'est juste que, bon, ça c'est un truc que je pense, en plus j'ai des gosses, donc je pense à leur scolarité, mais il y a ce truc quand même où on t'encourage pas à choisir un métier. En fait, paradoxalement, on te demande très vite de savoir ce que tu veux faire dans la vie et en même temps, on te pousse vers les voies générales jusqu'au bout. Bien sûr. Voilà. Et moi, je suis arrivé à un âge où, en fait, ma passion, c'était d'écrire, mais comme j'étais un bon élève, on m'a dit, bah non, tu vas faire une prépa, tu vas faire autre chose. Donc, je voulais pas me spécialiser parce que, voilà, il y avait une espèce d'injonction très contradictoire. En revanche, une fois que j'ai fini par épuiser tout ce que je pouvais faire et qui m'intéressait pas et que j'ai commencé à faire ces petits boulots dont tu parles, j'ai quand même tenté les rares écoles qu'il y avait à cette époque-là. Donc, j'ai tenté le CEA, le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, qui à l'époque, ou en tout cas ce que j'en sais, ne proposait que un cursus en 2 ans à temps plein où il fallait trouver des thunes pour vivre parce que tu n'avais pas le temps de bosser à côté. Ouais, putain, okay. L'examen était... Enfin, moi, j'ai fait ça, j'ai passé la première étape et puis je me suis planté sur la deuxième. Mais c'était passionnant, j'aurais adoré intégrer cette formation. Et j'ai tenté la FEMIS en scénario, où je me suis planté dès la première étape du concours. Et une fois que j'avais épuisé ça, je crois qu'à mon époque, il n'y avait pas les formations, tu sais, les formations courtes en série, bien sûr, ou les ateliers en polar, machin. Et donc, en fait, une fois que tu avais fait ça, tu es démuni, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Et donc, j'ai pratiqué, j'ai fait tous ces petits courts-métrages, j'ai failli abandonner un moment et j'ai reçu un prix du meilleur scénario au 48 Heures Film Project. Et c'était le plus beau jour de ma vie, tu vois. Je dis, putain, j'ai un prix. J'ai trouvé un prix, j'ai reçu un prix, quoi. Et donc, je me suis dit, ça a de la valeur. Hein. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur de ouf. Et ça m'avait vraiment, c'était vraiment un moment où je me disais, bon, trouve-toi un vrai taf, en vrai. À tous les scénaristes qui nous écoutent. Mais c'est important ce que tu dis parce que tu vois, je pense qu'il y a un élément fondamental, à mon avis, c'est l'événement qui fait qu'à un moment donné, t'y crois. Ouais, t'as le twist, ouais, bien sûr. T'y crois. Et tu te dis, ok, peut-être que je vais me planter, mais c'est pas grave, j'y vais à fond. Et forcément, en travaillant, tôt ou tard, ça va payer. C'est ça, et puis c'est le moment où tu te dis, ah tiens, peut-être que ce que je fais, même si ça n'est que le 48 heures, peut-être que ce que je fais plaît à d'autres gens comme moi. Ouais, bien sûr. Et que j'ai réussi à transmettre une émotion, même si le mot est pompeux, mais quelle qu'elle soit, que ce soit du rire, d'une... Et c'était c'était au bout de combien de temps de... 24 ans. 24 ans. Non, c'était vraiment, je sais pas, au bout d'1 ou 2 ans, on a fini, on a fait c'est le deuxième 48 heures qu'on faisait, je sais plus en quelle année c'était, mais ça devait être 2003-2004, quoi, un truc, je suis né en 85, ouais, j'étais pas très vieux. Putain, c'est vraiment un truc de jeune, ce que je vais dire, mais je pensais pas que c'était aussi vieux le 48 heures. Si, c'est vraiment vieux, c'est vraiment vieux. Ça s'est beaucoup professionnalisé. Au début, c'était vraiment très amateur, c'était très, très rigolo. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, t'as des équipes de 30 personnes pour faire des 48 heures. Ouais, et puis t'as des vrais prods. T'as même des fois des scénars prêts, bon, voilà. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, j'avais eu ce prix-là. Et je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, bon, c'est génial. Maintenant, je visualisais un espèce de plafond de verre qui me disait, mais à quel moment on va me donner de l'argent pour écrire ? Et je savais pas comment faire. Et moi, en fait, je suis rentré dans le milieu. Je sais pas si vous avez envie d'entendre cette histoire. Non, pas du tout. Mais c'est une histoire Bresson de ouf. À l'époque, je dealais du crack. Non, mais en fait, j'étais standardiste dans une boîte de post-prod, Microsimage, donc très très grosse boîte. Donc j'étais j'avais les cheveux longs et tout. J'étais la blonde de l'accueil et de ma voix suave, je répondais au téléphone. Et j'avais posé des congés. Et un jour, il y a un mec qui vient et avec son CV pour dire je viens faire un remplacement au Standard, je viens déposer mon CV et je vois sur son CV qu'il y a marqué scénariste. Je dis mais moi aussi je suis scénariste, donc c'est très drôle, s'engage une conversation entre 2 gars qui sont scénaristes mais qui veulent bosser au Standard, tu vois. Et donc c'est 2 serveurs qui disent je suis comédien, quoi. Donc, donc on commence à parler, je lui dis mec, écoute, qu'est-ce que t'as fait et tout, et puis il me dit qu'il a passé des essais pour Scène de ménage. À l'époque, il commençait. C'était le début. Ouais. Moi, j'avais envoyé un jour un pauvre mail avec 3 sketchs et j'avais jamais eu de réponse. Et donc, je dis, moi aussi. Et bref, je le pistonne parce que je dis, entre scénaristes, qui ne sommes pas scénaristes. Et le gars, le soir même, me dit, super, ta RH m'a appelé, merci beaucoup pour le service rendu. Et c'est drôle, j'ai reçu un mail, je repasse des essais pour Scène de ménage, t'as pas eu le mail ? J'étais personne, encore moins que lui. Donc je dis, ah non, tiens, c'est bizarre. Et étrange. Il me forward le mail avec l'heure de rendez-vous, le brief, et puis 20 noms de scénaristes déjà un peu pro, et pas moi du tout dans la liste, évidemment. T'y allais ? Je me suis fait porter pâle. Je me suis fait porter pâle au Standard, je me suis pointé, je suis arrivé, salut, je serre la poigne du directeur d'écriture de l'époque, j'assiste au brief, un peu clandestin comme ça, et à la fin du brief, ils me regardent, ils font, toi là, au fond, qui a rien à foutre là, viens nous voir, donc comme à l'école. Et en fait, il me dit, maintenant que t'es là, envoie des sketchs.
Et j'ai envoyé des sketchs, et j'ai été pris, j'avais 25 ans, Putain. sur un bluff absolu. Cet homme à qui je dois ma carrière s'appelle Tigran Rosine, qui est un scénariste, et je crois qu'il réalise aussi, mais qui est un scénariste professionnel, qui fait plein de trucs, donc je lui rends hommage. Et on s'est jamais vraiment revu. On sait, et il connaît cette histoire, mais on s'est jamais vraiment revu. Mais ce mec m'a permis de devenir auteur sur un malentendu. Wow. Et voilà, et aujourd'hui, bon, moi, après, j'ai fait scène de ménage pendant 10 ans et tout, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais d'un coup, je suis rentré là-dedans complètement par hasard, je me suis mis à écrire du sketch, et je me suis mis surtout à recevoir des thunes, et j'ai quitté mon taf. Au bout de 2 mois de scène de ménage, j'ai dit, ok, stop, je lâche mon taf, et je vais écrire professionnellement. Ah ok, pardon, j'avais compris l'inverse. J'avais compris, genre au bout de 2 mois, j'ai quitté scène de ménage. Non, au bout de 2 mois, si tu veux, j'ai regardé, je dis, bon, à la limite, un CDD de standard, je peux le retrouver quand je veux. Sûr, ouais. En revanche, voilà, je vais y aller à fond, et je me suis donné à fond. Simplement, moi, j'aurais adoré qu'à mon époque existe des initiatives comme il y a aujourd'hui comme la Cité des scénaristes, où tu vois, des trucs c'est trop bien ça. on te permet de t'insérer dans le milieu. Là, j'ai l'impression que moi, à mon époque, j'ai l'impression c'est que soit tu arrivais à faire les écoles, qui sont quand même sélectives, Bah, c'est ça. soit tu rentrais dedans un peu au culot ou par une chance incroyable, ou sinon tu devenais scénariste parce que tu étais script ou réal ou machin, puis et que tu te reconvertissais là-dedans. Ouais, je pense que la hiérarchie. En fait, t'as fait le pirate, quoi. Moi, j'ai fait le pirate des Caraïbes, mais à Levallois-Perret, au standard de Microsimage. Non, mais vraiment, je suis rentré au bluff total. Et je sais, moi, au bout de 3 mois de scène de ménage, je suis à la cantine, je mange devant Alain Capoff, qui est donc mon créateur de tout ça, et puis de Cabot Productions, et on parle, et le mec, au bout d'un moment, il me regarde, il me dit, mais t'es qui, en fait J'écris, mais tu vends des sketchs? Oui, mais parce que j'avais une gueule de stagiaire, en fait. C'est vrai que 25 ans, ça fait très jeune. Et voilà, Il dirait la même chose encore aujourd'hui. Ah oui. T'es qui il connaît tout. Il retient toujours pas mon nom, mais... Mais à ce moment-là où en fait t'as eu cette opportunité, t'as pas méga stressé? Tu t'es pas dit merde, putain, si je me foire là, c'est... Mais si, parce que en fait, je sais pas, non, avec le recul, j'ai des peurs rétrospectives, tu vois, rétroactives. Je me dis, mais j'aurais dû être totalement en panique à l'époque, parce que ma vie se jouait là, en fait. Ouais. Et ma carrière s'est jouée là. Non, en fait, à l'époque, mon réflexe, ça a été de me dire, et je pense que là, j'ai été plutôt malin, je me suis dit, si je ne fais pas ça à fond, ça va s'éteindre. Tu sais, c'était une petite flamme, et tu dis, si je l'entretiens pas, si je passe pas tout mon temps à l'entretenir. Donc j'ai compris la chance que j'avais d'avoir craqué le code, tu vois, d'être rentré comme ça un peu en clandestin. Et je me suis dit, c'est pour ça que j'ai quitté mon taf tout de suite, et je me suis dit, mec, va falloir... Fais-le à fond, quoi. Fais-le jour et nuit. Et soit le meilleur du sketch. Est-ce que tu penses pas que tu t'es mis volontairement en danger financièrement, tu vois, pour justement t'obliger à être productif? Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça marche avec moi. Ouais, si, il y avait de ça. Non, j'avais juste la conscience que faire un peu de sécurité, un peu de sketch, un peu de standard, un peu machin, en fait, ça allait se diluer. Ouais. Et je me suis dit, si tu veux le faire bien, fais-le à fond, quoi. Fais-le à fond. Ouais. Écris jour et nuit. Ouais. Et deviens le maître du sketch humoristique. Et moi, je voulais pas faire ça à la base. Je voulais pas faire d'humour. Ouais. Je voulais pas faire de sketch. Je savais même pas que ça existait, scène de ménage. Est-ce que c'est dans cette période que t'es tombé dans le whisky? Peut-être. On en parlera plus tard. Parce que j'ai commencé à acheter autre chose que du Jack. Et voilà. Non, mais quand t'as quitté ton taf, c'était parce que t'avais eu un premier cachet, ou alors c'était dire, très sincèrement, alors scène de ménage, gros respect, de toute façon, même encore aujourd'hui, c'est des gens qui traitent très bien les auteurs. J'aurais toujours, Cabot Productions, j'aurais toujours beaucoup de respect pour ça et beaucoup de reconnaissance. Ils traitent très bien leurs auteurs, ils les payent bien. Après, il y a l'aspect aléatoire de est-ce que t'es payé au sketch que tu vends, en fait. Bah oui, bien sûr. Ouais. Et moi, je te dis, je touchais un SMIC, j'étais en CDI au standard, et puis j'ai mis du temps à vendre mes premiers sketchs, mais au bout de 2 mois, j'ai vendu 3 sketchs. J'ai regardé combien ça me rapportait, et ça me dépassait mon SMIC, donc j'ai fait, bon, peut-être qu'on va arrêter de répondre au téléphone. Il y a eu ce truc vraiment de... Ouais, sauf que là, maintenant, quand tu me parles de peur, voilà, je te dirais rétroactivement, je me dis, mais ça se trouve, le mois d'après, j'aurais pu ne pas vendre de sketch, et j'aurais été dans la merde pour payer mon loyer. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai pas arrêté et que je me suis accroché et que j'ai tout donné, j'en ai vendu 5, après j'en ai vendu 10, après j'en ai vendu 15. J'ai fait ça pendant 1 an, et au bout d'1 an, c'était vraiment la guérilla au début, ils avaient créé un petit pool d'auteurs un peu mercenaires, ils nous appelaient un mois sur 2. Voilà. Et après, au bout d'1 an, j'ai intégré vraiment le pool d'auteurs fixe. Donc ça a été ton premier job en tant que scénariste? Ouais, premier job en tant que scénariste. Et là, le plafond de verre dont je parlais tout à l'heure, et après je vais arrêter de parler parce que je monopolise. Mais le plafond de verre dont je te parlais tout à l'heure, là, quand je l'ai brisé, d'un coup, l'horizon s'est ouvert, mais c'est pas scène de ménage, c'est que d'un coup, c'est à l'époque où il y a eu par un mode d'emploi, nos chers voisins, ça va être tous les...
en tout cas, l'horizon du programme court s'est dégagé et j'ai pu travailler sur absolument tous les programmes courts qui existaient. Parce que pour ce gros bluff de nos métiers, c'est qu'en fait, on considère que quand tu as fait un programme court, ou en tout cas que tu as fait un truc, tu es devenu le spécialiste de ça et tu peux tous les faire. Ouais, bien sûr. Par contre, on ne va pas te laisser de faire de programmes plus longs. Parce que tu n'en as pas fait, donc tu ne sais pas le faire. De toute façon, c'est le piège. Hein. C'est qu'à chaque fois, on va te dire oui, mais est-ce que. Non. Donc à chaque fois, il faut trouver comment craquer le code d'après pour monter, si c'est ton ambition en tout cas, pour changer de format, changer de genre, parce qu'on a vite tendance à t'enfermer, à t'ouvrir toutes les portes dans un domaine, mais par contre, c'est sûr. Tu prends pas l'ascenseur facilement. Mais juste pour une petite précision, je me souviens plus, Kaamelott, toi quand Scène de ménage a commencé, Kaamelott c'en était où? Parce que c'est vrai que c'est un peu le format court de notre génération qui vraiment, moi, enfin tu vois, j'ai C'était Alain Capoff aussi. Hein, alors c'était Capoff, je crois pas Trahir de secret, mais ça c'était pas bien fini. Non, Jean-Yves Robin, Capoff. En fait, Alain Capoff a co-créé Kaamelott. Ok. Et a permis que ce programme existe. Donc quand même, on est sur un homme qui a beaucoup de flair. Hein. Ouais. Et il a ensuite créé Cabot Productions et il a quitté Calt, donc, et il a créé Scène de ménage, puis En famille. Et Caméra Café aussi. Hein. Et Caméra Café d'abord. C'était chez Calt. C'est Caméra Café. C'est Calt. Ouais, c'est Calt. Et après, il y a eu ça, et après il y a eu Scène de ménage qui a été ce gros succès. Donc on arrivait après Kaamelott. Voilà. Ok. Ouais, c'est ça. Mais t'as raison, c'est en fait le vrai premier programme court à succès. C'était Caméra Café et Kaamelott. Et après, Caméra Café s'est arrêté. Il y avait un gars et une fille avant quand même. Oui, c'est vrai, pardon. Je dis de grosses conneries. Ça a pris un coup dur. Je sais pas si vous avez regardé. Un petit peu, ouais. Ouais, mais il y a des trucs qui fonctionnent encore. Il y a des trucs qui fonctionnent, mais t'as certaines... Après, tu sais, je pense que tu dois tellement tenir une certaine productivité dans ces formats que tu dois balancer des sketchs tous les jours. Sûr. Forcément, c'est inégal. Forcément, bien sûr. Au bout d'un moment, tu peux pas faire non, c'est clair. Du génie au quotidien. Mais ce que je veux dire, c'est que gamin, t'as pas ce souvenir de oh putain, tu vois, genre tu trouves ça drôle tout le temps. Tu vois, il y a ce truc un peu de même si ça tombe à plat, tu sais que t'as celui d'après qui va te faire oublier celle qui est tombée à plat, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai. Après, j'étais jeune quand j'ai vu. Je sais pas quel âge vous avez. Tu n'étais pas né, voyons. c'est quelle époque, un gars et une fille, c'est genre 2001, un truc comme ça. Je sais pas, non, c'est avant. Nous, on était kids. Nous, on était vraiment kids, on devait avoir 12-13 ans, nous, donc ça commence à remonter, ouais. Mais évidemment, dans les équipes de Scène de ménage, tu retrouves tous les gens de ces programmes courts-là. Moi, j'ai travaillé avec des auteurs de Caméra Café. Un des réals de Scène de ménage, c'était le réal d'un gars et une fille. Enfin, en fait, tu retrouves... Bien sûr, ouais. C'est un petit univers. À part Kaamelott, l'anomalie de Kaamelott, c'est que c'était vraiment Alexandre Astier, sa team à lui, son équipe à lui. Donc, mais voilà, Scène de ménage, c'était juste ce gros coup de bol, c'est que c'était le programme, et aujourd'hui encore, c'est le programme en fiction qui porte M6. C'est-à-dire que c'était le méga carton, quoi. Et donc, c'était une manne... et pour écrire et pour en vivre. Et toi, Nico, quand est-ce que tu as commencé à avoir déjà ce pied dans le milieu et à partir du moment où tu as commencé à travailler en tant que réalisateur? Alors, écoute, la première fois que j'y ai cru, c'est un peu, c'est un peu comme pour Thomas, c'était toujours à l'ESRA. Okay. Je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait un jury en 3e année pour les courts-métrages. Et j'avais co-réalisé un court-métrage qui n'est pas vraiment excellent, mais dans ce court-métrage, il y a une séquence que j'ai réalisée entièrement seul. Okay. On était 3 coréals, donc ça fait beaucoup. 3 coréals. Ouais, c'est pas banal. C'était genre un collectif? Non, c'était 3 potes. Okay. On est toujours très potes. C'est un trouble, on est toujours très potes. Et il y a une séquence que j'avais réalisée entièrement moi-même, c'est-à-dire tourner, monter, et j'avais composé la musique. C'était un truc un petit peu tambour du Bronx, stomp, façon à la Zatoichi, pour les connaisseurs de cinéma japonais. Et on reçoit le prix du meilleur montage, notamment pour cette séquence. Et les mecs disent, cette séquence, elle est vraiment cool. Et c'est vrai que la séquence est cool. Pour un gars de 20 ans, c'était assez balèze. J'avais fait vraiment un truc qu'en percu, etc. Donc vraiment toute la composition, toute la mise en scène. J'avais quand même pris un chorégraphe parce qu'en danse, c'est pas mon fort. Mais voilà, la séquence se fait remarquer. Et donc à ce moment-là, je me dis, ok, peut-être que j'ai un truc identifiable, on va dire. Ok. Ouais, tu te dis, là, il y a un truc à exploiter. Il y a peut-être un truc. Il y a peut-être pas un filon, mais en tout cas un style à développer. Et puis après, très vite, je cherche du taf, quoi, parce que je commence à avoir 23, 24 ans, et je rentre dans une agence, et je deviens concepteur, réalisateur, notamment pour de la pub, et surtout de la pub web. Ok.
Voilà, comment tu t'étais fait démarquer là-dessus? C'était genre... en CV, quoi, tu vois, j'y suis ouais, allé, okay. Ouais, j'ai fait des courts-métrages, j'ai participé à Clermont-Ferrand, etc. Et puis l'entretien se passe hyper bien. C'était une petite start-up, l'entretien se passe hyper bien, et puis je rentre dedans, et l'équipe est trop cool, je me fais plein de potes dedans, enfin, on est une quinzaine, hein, mais vraiment hyper familial. Et je vois que mes 2 collègues, dont c'est le même taf, je les vois... Alors, ils avaient l'âge que j'ai aujourd'hui. Et je me dis à ce moment-là, mais je veux pas faire ça toute ma life. Quoi. Okay. Ouais. Même si, pour l'époque, je gagnais quand même beaucoup d'argent. Tu vois, pour un mec de 24-25 ans. Officiellement, tu avais le poste de réalisateur. Ouais, j'avais un CDI, c'était un CDI dans une agence. Okay. Mais c'était concepteur-réalisateur. Mais c'était de la réalisation. Je faisais du... Tu faisais de l'instit, quoi. Ouais, du packaging, de l'instit, des packshots, de machin, etc. Enfin, l'enfer sur Terre. Mais ça a été une bonne école dans le sens où ça m'a permis, j'allais dire, le savoir-être professionnel. Tu vois, c'est quelque chose de tout con, mais quand je suis rentré dans l'agence, je pouvais pas prendre l'appel d'un client devant tout le monde. J'allais me cacher en salle de réunion. Oui, bonjour. Tu vois, la voix un peu tremblotante, etc. Et puis, j'y suis resté un peu plus de 2 ans. Et au bout de 2 ans, je pouvais décrocher devant tout le monde, hurler au téléphone s'il le fallait. Insulter les clients, c'est la moindre des choses. Et ça, c'est quand même extrêmement professionnalisant comme expérience. Ouais. Et à côté de ça, je commence à avoir des envies d'ailleurs. Donc, je négocie une rupture conventionnelle. Okay. Donc, ça me permet d'avoir un peu de blé de côté, pas énorme, mais de quoi vivre une petite année, chichement. Et je commence à écrire, ce que je n'avais jamais trop fait depuis mes courts-métrages. Okay. Sachant que j'avais fait beaucoup de courts-métrages expérimentaux, avec notamment de l'animation en stop-motion, de la pâte à modeler, etc. Tu vois. Donc très niche. Ouais, des trucs pour m'amuser. Ça me faisait marrer de faire ça. Ça me faisait... Puis c'était une époque... un peu sombre de ma vie. Non, mais je kiffais faire ça. Je kiffais vraiment faire ça. Et puis, je me retrouve à faire un concours de scénario que je remporte aussi. Okay. Et je me dis, tiens, je peux écrire des trucs un peu chouettes. Et je commence à rencontrer des gens et on écrit des sketchs à plusieurs qu'on présente à une première production qui nous dit, mais c'est génial, on va faire ça en format court et tout. On en a fait 2. Ils ont arrêté directement, ils détestaient ma réalisation. Donc, je suis pas totalement en accord avec toi quand tu dis c'est le moment où se jouait ma vie. Je pense qu'il y a plusieurs rendez-vous dans une vie et qu'on peut en foirer certains et c'est pas grave. Pour moi, tout est dans le mindset. S'il y a des jeunes auteurs, des jeunes réalisateurs qui nous écoutent, ou réalisatrices, ou auteurs avec un E, autrices, je sais pas. En tout cas, tu vois, je pense qu'il faut aussi savoir être... pugnace, s'accrocher, même quand c'est difficile. Parce que moi, des refus, j'en ai connu. Je me suis dit, waouh. Alors, pour nuancer ce que je dis, c'est que moi, à chaque fois que j'ai eu des opportunités, je me suis dit, c'est là que se joue ma vie. Et par voilà, ok. Tu veux un café? C'est là que se joue ma vie. Tout à l'heure, je parlerai du premier taf que j'ai eu avant. Non, mais je vois ce que tu veux dire. À la fois, il faut être très concentré pour se dire, ok, je vais donner le meilleur de moi-même. Oui. Mais si ça se passe mal, il faut savoir rebondir parce que les échecs dans la vie font partie intégrante d'une carrière pour moi. Et je te dis ça, moi, quand j'ai signé mes premiers sketchs, où on me dit tu vas réaliser, etc., je me dis, mais waouh, ok, c'est bon, je suis une resta, quoi. C'est bon, c'est fait Hollywood. Après-demain, Hollywood. Sauf que les mecs, on fait 2 jours de tournage et ils me disent, on va s'arrêter là, c'est pas cool. Putain, ouais. Donc, tu vois, et ça, c'est un premier échec où je m'en prends, on va dire, plein la fif, mais je me dis, ok, c'est pas grave, on va continuer. Non, mais la leçon, c'est que voilà, ces échecs-là, faut juste y aller à fond et de prendre l'échec en pleine gueule. Mais de pas le c'est pas de la demi-tentative. Oui, en effet, n'importe quelle opportunité doit être une opportunité hollywoodienne dans ton esprit. Dans ton esprit, bien sûr. Je vais tout donner pour y arriver, quoi. Et l'échec est d'autant plus dur, mais faut pas être timoré, quoi. Faut y aller à fond. Ouais, mais je pense que, tu vois, c'est quelque chose aussi que l'on acquiert au fil du temps. On est des créatifs, des artistes, donc tout ça nous touche énormément. Tu vois, des refus, ou quand on nous dit c'est de la merde ce que tu fais, ça nous touche en plein cœur et c'est très compliqué. Moi, je sais que j'ai perdu beaucoup d'années et beaucoup de points de vie à me comparer à des gens, à me comparer à des réals. Ouais, complètement. Je vois très bien. Et c'est quelque chose qui est très difficile. On parlait de Spielberg en tout début. J'ai une anecdote à ce sujet. Je vais réaliser ma première grosse prod, Derby Girl. Alors, c'est
à l'époque, pour moi, c'était une énorme prod. Je faisais des films à 2000 balles, quoi. Et je me retrouve avec une production à 1 million. Tu vois, c'est quand même hyper conséquent pour moi. J'ai un peu plus de 30 balais. Et j'ai une pote réalisatrice qui me dit, on est à 1 semaine du tournage, hein. Elle me dit, il faut absolument que tu regardes le documentaire sur Spielberg d'HBO. Tu vas voir, c'est inspirant. Tu vas kiffer. Je déteste ça, moi. Enfin, ce genre de truc. Je regarde le truc, je fais une crise d'angoisse, s'il te plaît. Je regarde, ça, je fais, ça m'étonne absolument pas. Je me liquifie. Je me dis, ok, le gars à 20 ans, il était meilleur que je ne le serai jamais, tu vois. Et puis, mais je pense que c'est en grandissant où tu te dis, ok, mec, ok, Mozart, il composait des opéras à 6 ans, qu'est-ce que tu veux? Bon. Ça, moi, c'est Rimbaud que je prends toujours. Je dis, mais de toute façon, le mec à 16 ans était un génie, laisse tomber. De toute façon, oui, le game est plié, tu fais ce que tu peux, mais du mieux possible. Exactement. Et c'est là que commence, à mon avis, la véritable carrière. Et bizarrement, moi, ça a commencé à marcher pour moi, à fonctionner pour moi, quand je me suis affranchi de toutes ces névroses qui en réalité, sont extrêmement paralysantes. On parlait du Nikon Festival, etc., mais... tu vas choisir entre 150 films qui sont probablement tous à la fois très bien et à la fois très nuls. Tu vois, je trouve ça très compliqué parce que il y a des styles différents, il y a des sensibilités différentes et pour moi, il y a de la place pour tout le monde dans l'expression. Ouais. Après, il y a un marché. Et ça, c'est la dure réalité des choses, quoi. Mais en tout cas, la première fois que j'ai été payé, c'était là-dessus. Voilà, donc c'était pas énorme, hein, c'était 300 € le package écriture-réalisation. Mais c'était cool. Bah ouais, c'est le premier job comme ça. Mais ouais, c'était très cool pour moi. Et après, je développe une sitcom que personne ne veut parce que on ne fait plus de sitcom, même si Canal vient de reprendre 20 ans après. J'ai juste une petite question. Ouais. Tu parlais du festival qui t'avait fait gagner, enfin où t'avais gagné un prix et tout ça. Est-ce que tu peux te dire lequel c'était ou pas? Alors, c'était une assos, et c'était une assos fantoche, quoi. C'était un truc, tu vois, qui promettait de produire le court-métrage. Okay. Et en fait, c'était des billes. Je veux pas donner leur nom, mais ils n'existent plus. Hein. C'était vraiment un truc où il y avait 100 candidatures et 3 scénars sélectionnés, quelque chose comme ça, et je suis dedans, et je m'embrouille avec tout le monde, quoi. Donc, si tu veux, ma vie professionnelle commence par du conflit, que ça soit avec eux et avec la prod avec laquelle j'avais signé mon premier format court. Ça commence par des conflits et des incompréhensions. Tu vois, sur ce que je dois faire, ce qu'ils attendent de moi, etc. Et c'était à l'époque, j'allais dire, l'avènement de la fiction, notamment sur YouTube. Ça n'existe plus trop, mais à l'époque, c'était Studio Bagel, Golden Moustache. Eux, je tairai leur nom. Et tu vois, c'était une époque extrêmement complexe pour moi parce que donc j'étais monteur chez Golden aussi. Et un jour, Golden m'appelle en me disant, tu vas réaliser l'épisode de rentrée de la saison 3. Moi, je me dis, mais let's go, c'est Hollywood. À chaque fois, je me dis ça. Je me dis, mais c'est trop bien, quoi. Ça va être génial. Est-ce que tu peux nous montrer des petits trucs que t'as fait et tout? Ouais, je renvoie tout, hyper fier, tu vois, des petits trucs sans prétention, sans but, mais honnêtement, où il y a déjà un petit peu l'ADN de ma direction artistique. Et ils reviennent vers moi et ils me disent, bon, alors écoute, Nicolas, on a pris un autre réalisateur, mais si tu veux, tu peux le monter. Alors à l'époque, moi j'étais un peu en dèche. C'est le dernier sketch chez eux que j'ai monté. Et j'ai arrêté. Ouais, tu m'étonnes. Et c'était avec le père d'Astier. Avec Lionel. Ouais, avec Lionel Astier. Et donc je monte quand même la vidéo avec le réalisateur qui est à côté de WAM. Petite revanche personnelle, mais ça, bon, après, vous allez me dire, oui, c'est vrai qu'il a bien grandi. On se retrouve à faire l'ouverture de La Rochelle cette année. Et je vois le réalisateur qui avait fait le sketch à ma place en terrasse, mais du mauvais côté. Et je me suis dit, revanche, pris. Après, le pauvre, il était pour rien. Mais oui, il est pour rien. En plus, il était archi sympa. C'était un mec archi sympa. Mais c'était hyper douloureux. Parce que là, t'es blessé, mais comme un animal. De ouf. Ouais. T'es comme un animal. Et t'es obligé d'y croire. T'es obligé d'y croire et tu te dis, mais ok, globalement, on me dit, t'es nul et tu sais rien faire. En filigrane, bien évidemment. Ouais. Et t'es obligé de te dire, mais non, j'ai envie de raconter des choses, j'ai envie de leur montrer. Et je pense qu'il n'en faut pas beaucoup pour que ce que tu disais précédemment, c'est-à-dire que ça reste extrêmement évanescent et nébuleux dans ta tête, où tu te dis, s'ils savaient,
S'ils savaient tout ce que j'ai à dire et qu'est-ce que je suis doué. Non, la morale de ça, c'est qu'il faut t'exposer à l'échec, en fait. C'est ça. Faut juste offrir ses tripes, et puis après, si on les piétine, des fois on va les piétiner, puis des fois on va les aimer. Mais en fait, il faut juste rien retenir, quoi. Mais on est les premiers à faire ça. Moi, parfois, j'écoute un truc ou je regarde quelque chose et je dis, c'est de la merde. Mais tu vois, aussi facilement que ça. Vite, alors que t'as peut-être 70 personnes qui ont bossé sur le projet, des mecs qui n'ont pas dormi pendant des semaines, des mecs et des nanas d'ailleurs, qui n'ont pas dormi pendant des semaines. Mais le jugement, il est extrêmement simple et facile. Mais ça fait partie du job, quoi. Et quand quelqu'un te dit la même chose de toi, c'est blessant. C'est blessant, mais je pense qu'il faut prendre de la hauteur, parce qu'il y aura toujours des gens pour t'encenser, dire que t'es un génie, et d'autres personnes qui vont te dire que t'es qu'une merde. Et puis, il faut croire aucun des deux. Il faut croire aucun des deux. J'ai fait ma première série, parle de ça. De la gloire et de l'échec, quoi. Tu vois, et justement, la morale, c'est que on n'est ni l'un ni l'autre. C'est uniquement pour exister. Tu vois. Et Thomas, toi, t'allais nous parler tout à l'heure de ton premier job. Oui, parce que en fait, moi, je rejoins vraiment Nico. C'est parce que là, ça fait un peu success story. Le mec, il est barman, puis standardiste, puis d'un coup, bam, il est chez Scène de Ménage. Non, je me suis pris beaucoup de portes. Je rejoins Nico. En fait, s'il y avait une morale à retenir, c'est qu'il faut se dire que ça va être Hollywood à chaque fois et le faire comme si c'était Hollywood. Et du coup, ça fait mal, comme si t'étais passé à côté d'Hollywood, mais quand ça marche, t'es content. Non, moi, je me suis pris quelques portes quand même dans la gueule. J'ai eu quelques espoirs et quelques désillusions. Et avant ça, j'ai eu 2 expériences très rigolotes. Enfin, très rigolotes, non. J'ai écrit une série pour Direct 8 à l'époque. Donc, quand ça s'appelait Direct 8, c'était pas C8. Et cette série, je balance tout. C'était un truc qui était écrit en interne. C'était une sitcom dont les comédiens étaient des animateurs de la chaîne. Donc, il y avait Hanouna à l'époque. Il y avait mon beau-père, mon ex-beau-père, qui était régisseur général à l'époque, sur ces régisseurs plateau, machin, qui jouait dedans. Il y avait Valérie Beg qui jouait dedans. Enfin, c'était moi. Et donc, le pitch de cette série, c'était une espèce de croisière et des conflits et tout là-dedans. Non, mais voilà. Et donc, on me ramène là-dedans et j'écris, et la personne qui s'occupait de ça me fait miroiter un poste de stagiaire à la fin. Voilà. Et donc, j'ai écrit stagiaire chez Direct 8. Je savais pas ce que ça voulait dire. Mais, en gros, mais on prend. Voilà, pas payé, je réécris, c'est du 26. 8 x 26, je bosse, je sais même à la mise en page de ce que j'écrivais, c'était n'importe quoi. Limite, il y avait des couleurs selon les personnages, enfin, c'était nul. Bref, j'ai écrit ce truc-là, j'y mets beaucoup d'âme, je me dis, c'est Hollywood, j'écris une série. Ce truc a été tourné. Non. Et alors, vous ne connaissez pas cette série parce qu'en fait, ça a été diffusé une fois et le CSA s'est immédiatement jeté sur la série parce qu'en fait, c'était une espèce d'énorme pub pour MSC Croisière déguisée. Et il y avait Vincent Bolloré qui jouait dedans et tout. Enfin, en gros, c'était un espèce de gros coup de pub totalement interdit en fiction. C'était un placement produit géant. C'est-à-dire gros comme un bateau de croisière. Donc. Et donc, du coup, j'ai coécrit cette série, dirons-nous. Et j'étais payé d'une pizza à la fin. Non. Voilà. Concrètement. Je t'invite à déjeuner. L'ananas. Elle était pas très bonne. En fait. Mais non, voilà. Et alors, j'ai aucune animosité parce qu'en fait, je me suis marré à le faire. Et c'était Hollywood. J'écrivais une série, c'était tourné, je voyais des rushs et tout. J'étais trop content, tu vois. Ouais. Et au final, j'en veux pas du tout à la personne qui, à l'époque, parce que je pense qu'elle n'avait, et je vais pas la nommer en plus, j'ai vraiment pas de colère, mais je pense qu'elle-même ne savait pas de quel budget elle disposait. Je pense qu'elle était dans la merde. Balance un blaze. Balance un. Non, parce que. Est-ce qu'on peut le biper? Non, mais voilà. Et puis, en fait, moi, j'étais presque content de l'opportunité. Sur le moment, je me rendais pas compte à quel point je me faisais entuber. Voilà. Et ça voilà. arrivait à des potes aussi. Hein. J'ai l'impression que ça arrive en écriture. Mais bien sûr. Et en réel aussi. Et je pense que on a un trait de caractère commun avec Toto, avec Thomas, c'est qu'on est des besogneux. On est quand même quand même des bosseurs et on lâche jamais rien, même si on nous dit que c'est pas possible. Et d'ailleurs, moi je m'entoure parce qu'on a quelques différences quand même. Hein. C'est-à-dire que lui c'est plutôt pas un solitaire, mais il aime bien écrire la nuit avec une bouteille de Sky à côté. Moi j'aime bien écrire en groupe, bien rigoler et les plateaux. Moi c'est plutôt ça mon ambiance. Quoi. Mais on a ce trait en commun et on s'entoure de gens pour qui c'est possible. Et ça, c'est très important pour moi. C'est-à-dire que c'est quand même plus agréable de bosser avec quelqu'un qui va te dire « Ok, comment on fait? On va trouver une solution. » Plutôt que de dire « Ah ouais, non, ça, c'est mort. » C'est toujours relou. C'est toujours très relou. Et ça commence dès l'écriture. Ouais. Parce que moi-même, je l'ai subi, ça, plus jeune, où
t'écoutes évidemment du gros Hans Zimmer pour écrire, et tu dis, oh ouais, mais je pourrais jamais faire ce plan-là, il coûte trop cher. Et tu vois, c'est pas du tout une bonne méthode. Il faut écrire ce qui te passe par la tête, et après, ça réduit à la cuisson, évidemment. Mais Thomas, toi, quand t'as fait cette série... Thomas, mais quand t'as fait j'étais trop loin. Quand t'as écrit cette série et tout ça, toi, tu t'attendais d'être rémunéré. Enfin, t'as eu ce truc. Et après, quand t'as réalisé que t'avais pas été rémunéré, t'as un peu été évincé parce qu'au final, ça a pas continué. Il y a pas eu d'autres trucs. Non, Tu mais t'attendais à manger une pizza? non. Et puis, je sais même pas si j'ai eu un coca avec. Je sais plus. Mais non, mais en fait. Je vais te dire le truc, et je pense que j'étais dans le bon, même si je déteste ce mot, je pense que c'est dans le bon mindset. Ça fait très vidéo YouTube de méthodo. Il faut être un alpha. Voilà. Il faut acheter du Bitcoin. Mais non, ça va remonter, les gars. Non, mais surtout, je vais te dire, je pense que j'étais dans le bon mindset. C'est qu'en fait, je pensais pas à ça. En fait, mes principes arrivaient derrière. Je me disais, joue là comme à Hollywood. Vas-y à fond. Tu fais le meilleur du truc. Et derrière, évidemment, j'avais l'illusion que la justice allait être faite et que la justice, c'était qu'à un moment, j'ai un peu de thune à la fin, et que je sois crédité et que ça marche. Mais j'y suis juste allé comme si c'était, comme si j'écrivais X-Files et que ça allait être trop bien. J'avais l'opportunité de faire un truc qui allait exister. Donc pour moi, c'était mieux que tout ce que j'avais fait avant. Donc non, j'y suis allé sans complexe. Et après derrière, ça fait un peu mal. Et ça t'a permis d'accéder à quelque chose d'autre, ou alors c'est resté à l'état de projet tourné, pas diffusé? Non, ça m'a permis d'accéder à rien, si ce n'est d'avoir l'impression de pratiquer, de faire mon métier, Okay. en tout cas de pouvoir me dire scénariste, tu vois. C'est ce que j'allais demander après. Quand est-ce que tu te considères... Et peut-être te dire que c'était possible aussi. Me dire que c'était possible, que tu pouvais toucher du doigt ça, et que j'étais scénariste, parce que je m'étais posé des vrais problèmes de scénariste. C'était pas un truc que voilà, je bossais pour des gens, et d'un coup j'avais un artisanat à développer. Ouais. Et voilà. Et j'ai fait, à la même époque, j'ai eu un autre petit boulot, et ça c'est un peu plus tendre, c'est que je bossais sur mes courts-métrages avec deux frères qui sont compositeurs, Davy et Johan Bernagou, qui sont très très doués. Et eux étaient partis vivre une aventure américaine à LA. Ils avaient rencontré un réal américain, Kevin Doll, qui avait un projet de long-métrage, qui est maintenant devenu une série, qui est toujours en plus en développement. Ça fait 16 ou 17 ans. Enfin. Wow. Et ils me mettent en contact avec le gars parce que c'est un film qui était censé se passer en France, des Américains qui débarquent en France, et il avait besoin d'un scénariste français. Et moi, il me parle de ça, je dis, bien sûr que je suis bilingue. Non. Bien sûr que je suis scénariste professionnel. Non. Et en fait, je parle avec ce gars, et je commence à avoir des conf calls avec Los Angeles. Il est dans sa maison là-bas, et en fait on parle clairement, il devait y avoir Katie Holmes, c'est tout dans le truc, ça c'est pas fait finalement. Et moi je me rappelle que je fais un call, le premier call que je fais, je venais d'emménager dans mon petit appart à Noisy-le-Grand, dans le 9-3, j'avais des cartons sur le côté, j'avais écarté les cartons, et on était en call comme ça, et moi je tenais les cartons parce qu'il manquait un peu de tomber, et j'essayais de lui dire que j'étais scénariste professionnel, tu vois. Et en fait, parlais anglais quand même. Un peu, mais je baragouinais, et ça passait parce qu'en plus c'était assez bienveillant, il me parlait très lentement, et puis finalement on y arrivait. Et on s'est revus il n'y a pas longtemps. Le mec a encore ce projet-là. Et voilà, mais voilà, c'est à ce moment-là où je me disais, je suis scénariste, dis-le. Ouais. Dis-le et tu l'es. Ça, le fait de se dire scénariste, c'est à ce moment-là que c'est venu, ou alors tu t'es dit scénariste à partir du moment où tu as gagné ton premier cachet? Ça a été quoi Non, moi je me suis vraiment dit scénariste à partir de cette époque-là. Okay. C'est-à-dire, paradoxalement, je me sentais moins scénariste quand je faisais mes petits courts-métrages à moi, qui sortaient de ma tête, pour être poli. Et juste en allant chercher dans mes tripes, je me sentais moins scénariste que quand je me suis mis à bosser pour des gens. Okay. J'avais l'impression de rentrer dans un système, parce que j'ai jamais eu ce snobisme de considérer qu'on était des êtres de lumière totalement éthérés, hors système, et qu'en fait tous les autres en face étaient des cons parce qu'ils Tu parles des scénaristes? Non, je parle par exemple, il y a beaucoup de scénaristes qui sont en défiance par rapport aux producteurs ou aux chaînes, en considérant qu'en fait on devrait nous laisser faire ce qu'on veut, et que tout ce qui est thune, public, audimat, tout ça c'est vulgaire. Et moi je suis peut-être un traître à ma profession, mais j'ai pas du tout cette vision-là. Et en fait, considérer qu'il y a un public, qu'il y a une réalité du tournage, qui a besoin d'argent, qui a besoin de collaborateurs, qui a besoin de partenaires pour savoir ce qu'on fait et pour qui on le fait. Moi, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, putain, je pénètre un système peuplé de cons, comme tous les systèmes, et de gens très bien. Ouais, complètement. Mais c'est là que je me suis senti scénariste, parce que je me suis dit, ok, t'es un artisan, et ça y est, tu rentres dans une boîte, et tu vas faire ton travail pour des vrais gens et avec des vrais gens. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, t'es scénariste, mec.
Ok. Ouais, tu t'en es auto-persuadé, puis après c'était la suite logique. Ouais, t'es scénariste, t'as le droit de le dire. Pour moi, c'est pas du tout le cas, quoi. Toi, comment t'as appréhendé ça, Nico? Alors, moi, je me suis senti auteur et réalisateur la première fois que des gens ont vu mon travail. Donc, c'était pour Derby Girl sur France Télévisions. On va dire. Ah, quand tu dis gens, tu veux dire un public? Des spectateurs. Ok, ouais. spectateurs. Un public et être soumis à la critique des spectateurs, quoi. C'est la première fois où je me suis senti auteur et réalisateur. Avant ça, je parle même pas du syndrome de l'imposteur, évidemment, qui nous habite, je pense, toutes et tous. Petite parenthèse, moi j'ai parlé du syndrome de l'imposteur à un auteur de scène de ménage très capé, au tout début de ma carrière. Et je lui ai dit, ouais, je ressens un truc chelou, l'impression de pas être légitime, machin. Il me dit, ah ouais, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Mais t'inquiète pas, j'ai une très bonne nouvelle. Je fais, ouais. On l'est tous. Non, ça va durer toute ta vie. Ok, c'est pas la réponse. C'est pas ce que j'espérais, c'est pas du tout ce que j'espérais. Mais il y a de l'espoir là-dedans. Mais ouais, moi je me suis senti, c'est difficile de se sentir quelque chose, mais en tout cas je me suis défini comme tel une fois que j'avais soumis mon travail à l'approbation ou non. D'un public. Okay. Et avant, tu l'avais pas eu? Tu n'avais pas fait de projection Avant, j'avais... Alors, dans les soirées, je faisais croire que j'étais coiffeur visagiste parce que ça me faisait beaucoup rire. Okay. Mais je me définissais pas comme tel parce que j'avais l'impression de... Je voulais pas être ce mec qui bosse à la Fnac et qui dit qu'il est réel. Exactement, okay. Exactement. Ouais. Alors, tu disais que c'était pas une success story, mais c'est quand même une success story. Moi, j'ai eu du taf parce que j'ai dit que j'étais scénariste, assis le cul derrière un bureau de standardiste. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Au culot. Mais en disant, je suis scénariste. Moi, c'est beaucoup plus sombre comme histoire. Je faisais des chantiers, moi, vieux. J'ai monté des murs, moi. Mais la street, le hood dans le 9-5. Mais non, je faisais ça l'été pour me payer des vacances. Mais ouais, je pouvais pas me déclarer comme tel en prétendant avoir cette fonction pour me faire briller socialement. Tu vois, j'avais l'impression que c'était un petit peu ça. Et à la fois, quelqu'un qui prend une caméra et qui fait un film, c'est un réalisateur. Alors, mais c'était pas un réalisateur génial, mais il peut se définir en tant que tel. Mais quand tu avais ton CDI et que tu avais ce poste, que tu avais ta fiche de paie qui disait ça, tu te sentais... Non, tu te sentais pas? Ah non, parce que moi je filmais, je filmais des mixeurs de fruits sur fond noir qui tournaient. Donc moi, j'étais... Non, mais je sais pas. Et de l'autre côté, je regardais des gros films de ouf. Et donc non, pour moi c'était pas le même taf, c'était pas le même métier. Et on était deux pour faire la vidéo, tu vois. Et je montais tout, je faisais sur à l'époque Final Cut quand c'était encore bien, et sur After, tu vois, je faisais moi-même, etc. Donc ça m'a permis à la fois de toucher à tout, et c'est cool parce que j'adore le graphisme, j'adore l'animation, etc. Par exemple, pour Derby, j'ai fait les affiches. Okay. Donc, j'ai tout fait d'ailleurs, j'ai fait tous les titres, j'ai fait tous les génériques, etc. Tu vois, t'as écrit tout ça. La saison 1, pas loin, mais non, je rigole. Et puis la saison 2 avec Thomas, bien évidemment. Mais en tout cas, ce côté touche à tout m'a énormément apporté. Pour Killer Coaster, donc qui est sorti sur Prime, là, ok, il y avait une équipe derrière, des graphistes, c'était cool, j'avais juste à choisir. Mais sinon, j'ai fait des VFX, tu vois, pour Derby. J'ai fait des VFX, des fonds verts, des incrustes, etc. C'est des trucs que j'ai fait, quoi. Et donc, au moins, ça a eu ce mérite-là. C'est que c'était pas cher pour la prod, vu que je le faisais à titre gracieux, parce que moi, je voulais que ça soit le mieux. Oui, pour Bono, je voulais que ça soit le mieux possible. Mais je pense que, c'est au moment où j'ai eu un IMDb, un truc halluciné, où je me suis dit, ok, je suis réalisateur. Okay. Alors, tu vois, quand tu tapes mon nom dans Google, aujourd'hui, il y a écrit réalisateur de télévision. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. C'est très bizarre. Ouais, c'est très bizarre. Mais je suis pas capable de faire un long métrage, les gars. Mais en tout cas, j'ai commencé à assumer cette fonction à ce moment-là. Avant, c'était beaucoup plus difficile pour moi parce que justement, je voyais des gens qui branlaient rien, passez-moi l'expression, mais qui branlaient rien et qui se disaient, je suis réal, tiens, je suis auteur, j'ai un super scénario, ça fait 17 ans que je l'écris. What? Non, moi, je me suis dirigé vers la série aussi, on va dire, parce que justement, j'ai pas cette... je suis pas un long-termiste. J'ai toujours été un gars de la semaine prochaine ou de demain, grand max. Donc, du coup, il faut que les choses aillent vite.
Ouais. Il faut que les choses aillent vite et on a des potes en commun qui sont réalisateurs de longs métrages qui attendent depuis 5 ans alors qu'ils sont signés pour des histoires de casting, de machin. Ah ouais, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Moi, je pourrais pas, quoi. Et quand tu dis quand t'as voulu faire de la série, ça veut dire que Derby Girl, ce premier projet tu le considères comme étant ton premier gros projet, Ouais. enfin ton premier vrai projet entre Ouais. guillemets en tant que réalisateur. Comment ça s'est passé pour en arriver à ce premier projet? Écoute, j'ai rencontré Barbara Maubert, qui était la productrice de Derby Girl et de Killer Coaster, il y a 7 ans maintenant, quelque chose comme ça, 8 ans. Et puis, au départ, on a développé une sitcom ensemble. Donc, avec Alain Capoff, également, de chez Cabot. Et ça patinait, quoi. Ça patinait parce que personne ne voulait faire de la sitcom. Pour moi, ça reste encore le truc le plus gaulerie que j'ai pu écrire. Parce qu'il y avait des vannes, mais vraiment de l'espace. Et on trouve pas bien la formule. Ouais. Alain Capoff, il voulait que ça soit un peu plus familial, tu vois, pour toucher un peu tout le monde, que ça soit un peu plus mainstream, etc., quoi. On trouve pas la formule et personne veut ce format. En réalité, c'était ça la vérité. C'est que le marché, à ce moment-là, il y avait eu H il y a 20 ans, et c'était terminé les rires enregistrés, jusqu'à cette année, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, on galère. Et on est en salle d'écriture avec Barbara, et puis j'avais eu une idée, depuis très longtemps, mais j'en avais rien fait. Alain passe la tête par la porte, il dit alors comment ça se passe, je l'imite un peu comme ça, comment ça se passe les jeunes, c'est bien. Et je dis écoute, on galère un peu et tout, puis il me dit mais vous avez pas une autre idée sinon? Et je lui dis écoute, moi j'ai une idée, c'est l'histoire d'une patineuse artistique casse-couille dans une équipe de roller derby. Et il fait on va faire ça plutôt, et il s'en va. Wow. Et donc je me dis cool, ok, faisons ça. C'est très simple comment ça s'est passé. Donc j'ai commencé à gratter une bible, etc., que j'ai envoyée à Barbara, on l'a validée, elle l'a proposé immédiatement à France TV Slash parce qu'elle estimait que c'était la meilleure plateforme pour. Ils nous ont dit ok, let's go, c'est parti. Putain, et donc on est parti comme ça pour la première saison. La deuxième, ça a été un petit peu plus compliqué parce que on a financé ça avec les ventes internationales. France TV au début, on a écrit la saison 2 avec Thomas pendant le confinement. C'était une époque mais alors, un peu particulière. Et Fiona Legborin, évidemment. Peut-être qu'on peut parler de ça. Comment vous êtes rencontrés? Et c'est Barbara. Ouais, mais c'est ça, par cette incohérence-là. Moi, je connaissais très bien Cabot parce que j'ai fait scène de ménage en famille, j'ai fait la direction d'écriture des 2 programmes. Et donc, je connaissais Barbara, pas en tant que productrice, mais voilà, qui était là sur certains projets. Et moi, en tout cas, un jour, elle m'a appelé en me disant tiens, j'ai la saison 2 de Derby Girl qui se prépare. Je te propose de rencontrer le réal. On est en train de monter une petite équipe d'écriture. Voilà, rencontre Nico. Et j'ai rencontré Nico. Salut. Comment notre rencontre, ça s'est passé? On a bu un café avec Barbara, c'était très sympa, on a parlé de tout et de rien, mais je me disais pas grand-chose à son sujet. Je me disais, il est sympa. Ouais, puis on avait 2-3 refs en commun. On avait beaucoup de refs en commun, notamment Ninja Kids. On vous a parlé de Ninja Kids et en revanche, la deuxième fois qu'on se voit, je me dis, ok, ça va être mon pote. Okay. La deuxième fois qu'on se voit, on se voit dans une salle de réunion. Il faut s'imaginer qu'on est à la Cité du Cinéma dans une salle de réunion avec des chaises comme celle-ci, quoi. Et elles sont très bien. Il veut et des chaises et des tables, pardon, surtout. Elle est très bien aussi. Très bien, très très beau bois, de l'acajou. Et il veut me mimer un truc, je sais même plus ce que c'était. Il veut me mimer une scène d'un film et il monte sur la table, il déglingue la table. Je m'assieds sur la table. Il te la déglingue, il te la casse en deux. Bah alors, à l'époque... cette hauteur pèse. Cette hauteur pèse dans tous les sens du terme. Mais la nourriture nous a vite rapprochés également. Et là, je me dis, ok, ça va être mon pote, il est tout pâteau, il sait pas bien mettre son corps sur les tables. Bon, personne ne sait le faire. Non. Et donc, ça a commencé comme ça, et très vite, on a été interrompu par le confinement. Mais on s'appelait tous les jours, on se faisait des visios et tout, c'était relou. C'est une série qu'on a construit sur Zoom, quoi. C'était très dur, c'est très dur de faire des arches en visio, c'est très dur de livrer ça à tes producteurs et avoir des retours. C'était très très dur de faire ça en distanciel. Mais parce que même pendant le confinement, vous aviez les retours des producteurs. Ouais, bien sûr, et de la chaîne également. Barbara Maubert, Stéphane Moiti, et qui nous faisait des retours, voilà, et donc c'est très dur de pas se voir. Et puis même, dans le brainstorm, il y a quand même un truc. Où faut se couper la parole. C'est ça. Il y a du ping-pong, etc. Exactement. Non, mais il faut se regarder, il faut dire une idée de merde et voir la grimace
qui est pas dite, tu vois, mais la petite grimace de ok, je sens que l'atmosphère, là j'ai pas mis un truc, j'ai pas mis une bonne ambiance. Elle ressemble à ça. Voilà. Quand t'es sur Zoom, t'es là, t'es sagement en train d'attendre que la personne ait fini de parler. Voilà, c'était pas très épanouissant. Chiant. Après, moi, quand on a commencé Derby Girl, voilà, moi j'ai eu la même sensation de Nico. Je me suis dit, ok, ça va être mon copain. Je me suis dit, ce mec est vachement plus vénère que moi et trash. Et moi, je suis un peu plus une caution bisounours, gentille, voilà. Mais on s'est retrouvés sur l'humour. On s'est retrouvés, il y avait un respect mutuel de ça. Parce que c'est dur de trouver un copain d'humour, en fait. C'est dur, voilà, ouais. C'est très compliqué. Et surtout, moi, Derby Girl, c'est le premier projet où je me suis dit, ok, je suis en train de faire mon métier, mais je suis en train de faire un truc qui est ma cam. Enfin, vraiment, je pourrais le mater, être heureux de le mater. Et j'étais, voilà, c'est le premier truc que j'ai écrit où je me dis que vraiment je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais, mais c'était kiffant parce que les enjeux, ils étaient pas si élevés, tu vois. Non, mais on faisait de la parodie de Fight Club, il y avait de l'absurde, il y avait un peu d'Edgar Wright, enfin, toute proportion gardée. Mais là, tu vois, tu te dis, putain, je suis en train de vraiment de faire un truc qui m'éclate, premier degré. Je suis pas en train de m'adapter à un premier Tu sais que dans la saison 1, il y a une ref au Bon, la Brute et le Truand. Voilà, le monde se divise en 2 catégories. Oui, c'est vrai. Il y a ça. Vous n'êtes pas mais tout est une boucle. Est-ce que par rapport à même si aujourd'hui vous considérez quand même, je dirais pas le terme en sécurité, mais entre guillemets vous avez atteint un stade où maintenant c'est votre métier, vous êtes reconnu en tant que tel, est-ce que ça vous arrive quand même de douter non-stop? Wow. Moi, non-stop. Moi, je doute toujours. J'ai l'impression que dès que je retourne sur un plateau, je me dis, je sais rien faire, etc. Mais je pense que c'est mon moteur, tu vois. C'est presque psychanalytique, le truc. C'est une forme de névrose et ça me permet à la fois d'avancer. Parfois, c'est un peu paralysant. Là, tu vois, depuis 1 an, on sait globalement depuis octobre qu'il n'y aura pas de saison 2 à Killer Coaster. Okay. Parce que pas assez de public selon Prime. Bon, dommage. C'est comme ça, c'est le game. Maintenant, on a quand même une belle critique de la presse, donc c'est chouette. Et encore, tu vois, encore une fois, un coup dur, mais il faut se relever, etc. Bien sûr. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à réécrire, à de nouveau trouver des idées, etc. Parce que je m'y voyais pour la saison 2. Mais ouais, le doute, il est permanent et pour moi, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Ouais. Et toi, Thomas ? Moi, c'est très différent parce que déjà, on fait pas le même métier avec Nico. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, je postule pas à des postes de chef d'orchestre d'une œuvre. Et puis en plus, on n'a pas eu la même carrière. C'est-à-dire que Nico, il a commencé avec Derby. Quand il dit Derby Girl, c'est sa création, son premier, là où il se considère réel, c'est sa création. Moi, j'ai commencé par faire le mercenaire. Donc en fait, aujourd'hui, je suis dans une très bonne phase parce que je crée des séries, c'est hyper pompeux de dire ça, mais on me donne cette opportunité-là. Donc, moi, je suis en train de surfer sur un truc en me disant, waouh, pourvu que ça dure, c'est cool. Et donc, tant que ça dure, je vais avoir cette exigence-là. J'ai plus besoin de faire de la commande ou de rejoindre les projets des autres. Je me dis, je vais faire mes trucs. Voilà, et maintenant, juste savoir comment on va le faire et combien de temps ça va durer. Parce que là, voilà, s'il y a bien un truc que ce métier m'a appris, c'est que même si t'es en train de créer des dialogués pour Disney+, ça peut quand même s'arrêter à tout moment. C'est-à-dire que tant que t'es pas sur le premier jour de tournage, le truc peut se débrancher et c'est le jeu. Et voilà. Même et ça peut être tourné et jamais diffusé. C'est plus rare. C'est rare. C'est plus rare, mais en tout cas, quand ça commence à être tourné, tu peux te dire que, à part Météorite ou grosse cata industrielle. En tant que réal, tu sais que tu peux être éjecté, en revanche. Bien sûr. Mais voilà, mais moi, quand je vois le premier jour de tournage et les premiers rushs arriver, je me dis, ok, on peut se détendre. On peut respirer, À part un MeToo intempestif, tout, ça va aller. Normalement, la série va. Et même quand ça existe, de toute façon, la série, elle est quand même diffusée au bout d'un moment. Mais voilà. Donc, j'ai pas cette angoisse-là. En tout cas, j'ai compris que quand une série, déjà, j'ai compris ma chance. C'est-à-dire que quand une série arrive sur les écrans ou sur les plateformes, tu sais que t'as marché sur le cadavre de 100 séries qui ne se sont pas faites. Ça, tu découvres ça. En fait, il y a un charnier de séries qui sont annulées. Donc, en fait, t'es déjà... Moi, je suis hyper reconnaissant du fait que des trucs que j'écris soient diffusés. Voilà. Et par ailleurs, je sais, au fond, que cet ADN de mercenaire, je l'ai encore. Et que si tout se casse la gueule dans mes projets perso, là, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, je pense que j'aurai du taf. Okay. Mais juste du taf de commande, de rejoindre des projets. C'est ce qui n'est pas infamant. Je sais qu'au fond, je vais pouvoir continuer à faire mon métier et qu'il y aura peut-être un deuxième phase où je pourrais vendre mes trucs. Mais voilà, donc il y a une espèce de sérénité où je sais que je ferai jamais rien d'autre que scénariste. Je serai plus obligé d'être standardiste et je serai plus obligé de perdre ce statut-là. Moi, mon premier rêve, c'était de vivre de l'écriture.
Et je sais que ce rêve va pas se dissiper. Je vais vivre de l'écriture. Et j'ai pas de snobisme, donc s'il faut refaire de la commande un jour, je le referai. Bah, je sais pas. Alors moi, je suis vraiment aux antipodes parce que tu vois là, ça fait 1 an qu'on me propose. C'est là qu'on découvre qu'on n'est pas potes. En fait. Vous êtes qui, monsieur? Non, ça fait 1 an qu'on me propose beaucoup de projets juste en réalisation et que je décline tout ce qui s'offre à moi. Parce que peur, non, parce que ça ne me ressemble pas. Parce que je vois pas ce que je pourrais apporter au projet. Moi, j'ai décidé d'essayer. C'est une tentative, mais de ne pas me mentir. Tu vois, si je sens pas un projet, si je sens pas que c'est ma came, si je sens pas ce que je peux faire ou quelle serait ma valeur ajoutée dans le programme, je n'y vais pas. Et pour le moment, tout ce qu'on m'a proposé ne me convenait pas. Alors peut-être que ça va changer. Si quelqu'un me propose un texte fabuleux, j'irai. Mais tu vois, j'ai refusé des trucs pour des grosses plateformes américaines, dont je tairai le nom. Et puis pour des diffuseurs traditionnels français, dont je tairai le nom. Mais je refuse tout. Alors... oui, j'ai cette sérénité aussi de me dire, ok, si jamais j'arrive plus à faire mes créations, si plus personne ne veut de mes créations, je peux retomber sur mes pieds et aller financièrement, tu vois. Oui, mais moi, mon kiff, c'est de créer un univers, de créer une arène et d'y exploiter une histoire qui me touche. Ouais. Et moi, mon process, c'est justement essayer d'avoir de moins en moins ce syndrome de l'imposteur. Je sais que je me suis caché longtemps derrière la comédie. Parce que pour moi, écrire des vannes, ça me semble tellement easy et évident. Enfin, tu nous mets tous les deux dans une pièce, on te sort 30 pages par jour. Alors, il y en a 10 de bonnes, mais peu importe. C'est les miennes. C'est les siennes. On va se sortir. On est des staccanovistes de la vanne, quoi. Et j'avais l'impression de me cacher derrière ça. Tu vois, Derby Girl, d'ailleurs, c'est que ça. Tu vois, c'est un moment d'émotion. Bam, t'as une vanne qui vient te couper dans ton émotion. T'as pas le temps d'être triste. T'as pas le temps de rentrer là-dedans. Pour Killer, on s'est dit, ok, essayons d'aller jusqu'au bout. Assumons un peu plus notre côté cœur tendre, tu vois. On a mission à moitié réussie, mais c'est une progression. Là, le dernier truc que j'ai créé, qui est, à l'heure où nous parlons, soumis à de nombreuses chaînes, c'est pas du tout gaulerie, quoi. Pas du tout gaulerie, c'est même plutôt dramatique. Je t'ai fait lire, tu peux en témoigner, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est ce vers quoi je veux tendre. C'est quoi comme genre ? C'est du fantastique. Okay. C'est du fantastique, mais tu vois... À la King, c'est-à-dire qu'il y a un fond, comme tu parles d'humain, en fait. Oui, oui, si tu veux, c'est une excuse, c'est une toile de fond pour parler des névroses, notamment familiales, tu vois, un peu à la, je sais pas, The Leftovers ou The Haunting of Hill House, tu vois, ce genre de rêve. Mais j'essaye de m'affranchir un peu de mon fauteuil confortable. Parce que oui, on me propose que des trucs de comédie. Tu vois, et là encore, j'ai été approché par des grosses prods, des machins et tout ça, en disant on veut de la comédie. Et même, je t'en ai parlé aussi, tu vois, mais j'ai fait un rendez-vous avec une plateforme américaine, dont on taira le nom, qui me dit, mais refaites-nous une comédie avec Thomas, on adorerait, quoi. Bah, je sais pas. J'étais pas au courant. Ouais. Si, je te l'ai dit. C'est juste que tu lis pas tes messages. Il lit pas ses messages. Pourquoi t'as pas accepté ? Il me laisse en vue. Mais tu vois, globalement, c'est aussi une construction de carrière. Et voir ce que tu veux en faire. Alors, la différence, c'est que, contrairement à Thomas, je ne suis pas propriétaire. Pour le moment. Tu vois ? La petite balle. Mais il a des enfants. C'est bien normal d'assurer leur avenir. Enfin, je dis ça, je suis propriétaire aussi, donc... Toi aussi ? Oui. De cet ordinateur. De ce mug. Et de ce magnifique mug Yeti. C'est vrai qu'il est très beau, Ouais, il est trop gros. Mais tu vois, mais j'aurais pu. Si j'avais réalisé tout ce qu'on m'a proposé, je serais probablement pété de pognon, quoi. Mais... c'est pas en accord. Ouais, je fais pas ça par cupidité. J'ai la chance, là, encore, de pouvoir un peu vivre de mes économies, mais je fais pas ça par cupidité. J'en parlerai quand j'aurai 50 ans et avec 2 enfants. Aux antipodes, parce que moi, je fais ça, donc, par cupidité. Petite salope. Non, mais on est raccord sur un truc, c'est qu'évidemment, on veut se challenger. Et bien sûr. Avec l'ambition grimpe. Moi, après, j'ai un côté, et c'est là où on n'est pas exactement pareil avec Nico, moi, j'ai un côté, je suis content d'être là, en fait. Enfin, c'est déjà, putain, waouh. Mais écoutez... Mais je vais te dire une dernière chose sur Thomas.
Thomas, il me fait penser parfois, tu sais... Attention. Non, au génie de la Renaissance, Ok. qui parfois, dans une commande, arrivaient à inscrire leur propre message dedans. Ça me touche. Est-ce que tu serais pas un peu le Michel-Ange du scénario? Non, mais tu vois, il a ce Pas à moi côté, de le dire. à la fois fourbe. Et... Ok. Il a, tu vois, cette intelligence Ouais. pour se plier à un cahier des charges et dire, OK, il y a peut-être un petit pas de côté à faire et personne va le cramer, à part les gens qui vont kiffer. Ouais, ok. Moi, j'ai ce truc un petit peu frontal Mm. où je me dis, non, frère, c'est de la merde ce que tu me proposes, jamais j'y vais et jamais j'arriverai à en faire un truc bien. Là où Moi, lui... j'admire ce qu'est Nico pour ça, mais je n'ai pas du tout cette force-là. Eh bien, écoutez, ça va être le moment anecdote. Donc, juste pour vous dire, le moment anecdote, c'est le moment où vous allez nous partager, si vous le voulez, une anecdote. La vôtre. Ça peut être aussi une anecdote que vous trouvez pertinente de quelqu'un du milieu, ou alors quelque chose que vous n'avez pas vécu, mais que vous trouvez intéressant à partager. Bien sûr, nous, on préfère que ce soit une des vôtres. Vas-y, commence. Bon, en fait, ce qui est compliqué, c'est que j'ai l'impression que tout cet entretien était émaillé d'anecdotes. C'est clair. Donc, Ouais. je retrouve tout vide. Moi, j'avais ma super anecdote des cartons qui manquait de... C'est vrai que c'est très tomber marrant, sur la très gueule. bonne anecdote. C'est très compliqué. Moi, en tout cas, l'écriture de Killer Coaster, je sais pas si c'est une anecdote en soi. La genèse, tu veux dire? Euh, Ou tout le process? tout le process, je trouve que ça a été un truc un peu fou, parce que voilà, c'est juste comment naissent les projets. Nous, on est à un moment, je sais pas si en plus je la raconte bien cette histoire, mais on est à un moment où on vient d'écrire Derby Girl saison 2 avec Fiona et voilà, avec Nico, et puis on se prend un tout petit taquet parce que je crois que la chaîne Ne veut pas partir en production. ne veut pas partir en production, alors que vraiment on a écrit ça, et donc on se trouve un peu désappointé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis vraiment, Nico il me dit, écoute, Alex, Audrey, Chloé, elles ont envie de faire un truc ensemble, viens, on va se boire une bière. Et vraiment, ça se joue, ce projet, ça se joue sur... Et je crois que là, ce que je vais dire, c'est pas vraiment une anecdote, mais ça contient un peu tout ce qu'on vient de se dire là sur notre état d'esprit. C'est Okay. vraiment juste, on se boit une bière, on vient de se prendre un taquet, genre ce que vous avez écrit, on n'a pas envie que ça existe sur notre chaîne. Et wow. Donc on est censé être au plus bas et pleurer dans notre bière, et c'est pas ce qu'on fait. Nico, il dit ça, c'est improbable. Alexandra Lamy, Audrey Lamy, Chloé Jouanet, bon, c'est excitant parce qu'on aime ces comédiennes, mais qu'est-ce qu'on va raconter sur elles? Et puis d'un coup, on dit une gorgée de bière, les démons de Jésus. Tu vois, bam, qui vient et dit une grande roue, fête foraine. Et on boit ça, et en fait, on se surexcite, on est presque plus excité que par Derby saison 2, et on se dit allons-y. Et on écrit 10 pages, mais on n'attend pas 6 mois pour écrire 10 pages. Le lendemain, bam. Le lendemain, on en parle à Barbara. Ouais, on lui dit, on a une idée, c'est un serial killer dans une fête foraine. Elle nous dit, allez-y les gars. Et il y aura Audrey Lamy, Alexandra Lamy, Chloé Jouanet, et elles seront pas de la même famille. Elles se ressemblent beaucoup quand même. Bah oui, mais c'est pas grave. On va faire, c'est vraiment pas du tout de la même famille. Et on n'attend pas 6 mois. On écrit 10 pages. Barbara nous fait confiance. Ça part chez Amazon dit go. Et vraiment, on part vraiment à faire refuser. Il se trouve qu'en cours de route, au bout d'un moment, Slash nous dit finalement, on a bien envie que Derby Girl soit tournée. Donc, ok, on y revient, mais c'est pour dire, nous on était déjà sur le projet d'après, et on se surexcitait, quoi. Ouais. Et du coup, ça a posé même des problèmes. C'est-à-dire que Nico a dit bon, bah ok, je réalise Derby, mais vous faites chier parce que nous, on part avec Amazon. Enfin, voilà. Et donc, juste pour te dire, on s'est même mis du coup dans la merde en partant trop vite sur le truc d'après. Mais juste, on avait envie que ce soit lu, et d'aller se frotter à autre chose, quoi. Et ça donne cette série. Donc moi, il n'y aura pas de saison 2. Moi, je suis extrêmement fier de Killer Coaster. C'est très imparfait, mais c'est... Rebondissez. Voilà. Si vous avez... C'est un truc sur la morale. Faites, écrivez, faites-vous lire, c'est tout. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous sortir comme anecdote? J'ai une anecdote qui n'a rien à voir. Non, tu vas éternuer? Ouais. Mais vas-y. Non, mais on est là pour ça. C'est horrible, j'ai pas réussi. Ok, c'est terrible ça. Quand tu contiens ton éternuement. Non, je l'ai pas contenu, c'est ça le pire. Ça sort pas, ça te pique le nez là un peu? Ouais. Terrible. C'est super. Je vois très bien. J'ai une anecdote. C'est nul, hein. Mais quand j'étais petit, donc je regardais beaucoup X-Files. Ok, on en a parlé tout à l'heure. J'habitais une grosse baraque à la campagne. Et ma chambre se situait au dernier étage, avec celle de mon grand frère qui était de l'autre côté du couloir. Mes parents étaient en dessous. Et j'avais mon lit en dessous d'un Velux. L'angoisse. Et de mes 7 ans à 10 ans,
Donc tu vois, j'étais quand même... je commençais à être grand, quoi. Je faisais une sorte de prière. J'ai jamais dit à personne ce que je suis en train de raconter. Peut-être toi, je t'avais déjà dit, mais pas grand monde la connaît. Je faisais une sorte de prière. Je suis agnostique, hein. Mais je faisais une sorte de prière pour pas que les extraterrestres viennent m'enlever. Okay. Parce que j'avais cette image d'Épinal où tu avais le rayon lumineux qui m'aspirait par la fenêtre et ça me faisait flipper, mais à un point, t'as pas idée, quoi. Ouais. Et pendant 3 ans, tous les jours, je répétais une même prière. S'il vous plaît, venez pas me chercher, etc. Je crois que je suis encore cet enfant. Voilà. Ça, c'est la première anecdote. Mais que t'aimerais bien être emmené. Mais qu'aujourd'hui, tout a changé et que je veux partir. D'ici. Peut-être qu'ils existent parce qu'ils t'ont entendu. Certainement. S'ils t'ont pas, tu vois. Peut-être qu'ils dirigent déjà le monde. C'est là que ça le stress. Le truc part complètement. La Terre est plate, enfin, la Terre est plate, je suis désolé, mais sinon. D'accord. Évidemment, les reptiliens. Et puis, une anecdote plus du milieu. Du milieu cinématographique. Tu sais que ça peut être genre un truc autour d'un café, hein. Genre, tu vois, genre la tabrigie, quelqu'un qui t'a sorti une dinguerie, tu vois. Ça c'est tous les jours, ça. Non, je crois que le plus dingue, putain, c'est pas glorieux, faut pas que mes parents écoutent ça. Je finis mes études et je postule pour un poste à Canal J. Waouh. Et il se passe un truc horrible. J'ai un pote à moi qui avait oublié son disque dur à la maison et qui me dit je passe récupérer mon disque dur et tout. Il passe dans mon petit appart et il roule un petit, quoi. On peut parler de ça ou... on a compris, il roule un petit. Et j'ai rendez-vous dans 1h30, tu vois. Et je suis fracas, mais d'une force. C'est ça, de rouler. Je pars chez Canal J, c'est rue de Rivoli. Je sais pas ce qui se passe, on est au mois d'avril ou mai, il fait 35 degrés dehors. Je suis rougeau, il y a rien qui va, quoi. Je monte au 7e étage sans ascenseur et c'est un bel établissement haussmannien, bel immeuble. Il y a un énorme miroir avec des dorures et tout. Je me regarde dedans, je me reconnais pas, tu vois. Vraiment, les petits yeux mi-clos, tout rouge et tout, écarlate. Je transpire comme pas possible. Je sais pas pourquoi je raconte cette anecdote. Et on aime. Comment ? On aime. Ouais. Vas-y, continue. Je toque. Je fais bonjour, j'ai rendez-vous avec Julie. On dit y a pas de Julie. Je fais oh putain. C'est quoi le nom de la meuf ? À l'époque, il y a pas trop de smartphones, tu vois, il y a pas les mails et tout ça dessus. Ah bon, mais c'est pour un poste et tout. Ah, Marie. Oui, voilà, Marie. Bon, je l'appelle. Le mec cramé de ouf. Mais mettez un pantalon, monsieur. Mais rhabillez-vous, monsieur. La fameuse Marie arrive, elle me dit bonjour, elle veut me serrer la main et je veux lui faire la bise. Tu vois, il se passe un truc trop zarbi. La gêne totale, il se passe vraiment un truc trop zarbi. Et là, elle me dit, écoute, on va faire l'entretien devant les équipes. J'arrive dans une salle où il y a 30 personnes. Donc je suis fonce-dé, mais t'imagines même pas, limite en vertige, tu vois. Je suis fonce-dé comme pas possible. Et là, je vois un gars de ma classe qui est dans la pièce. Un gars à qui j'ai jamais parlé, qui était dans ma classe. Et qui me fait « Salut ». Wow. Je commence à me dire, mais je suis dans un multivers et tout, c'est pas possible. Tu sais plus son nom. Mais c'est l'enfer. Ouais. Et je me retrouve face à la nana. Tout le monde nous regarde. J'ai l'impression que personne ne travaille. Je pense que tout ça est accentué, exacerbé par paranoïa. La ouidasse. Ouais. Et c'est l'enfer. L'enfer, j'ai l'impression que tout le monde me juge. Et je réponds des trucs absolument excentriques au possible. Et la nana me dit, mais alors, t'as un bon feeling avec les enfants ? Moi, je suis là, oui, j'adore les enfants. Tu vois, vraiment l'enfer, quoi. L'enfer sur Terre. Ils ne m'ont jamais rappelé. Donc, Canal J, si vous écoutez ça, bande d'enfoirés, hein. C'est fini, Canal J, non ? Voilà, c'est pour ça. Aucun second degré. Rien du tout. Et donc, c'était... c'était l'enfer. Ah, oui, j'adore le contact des enfants. Non, mais c'était l'enfer sur Terre. Voilà, je sais pas pourquoi je raconte cette anecdote. Faites les choses et ne fumez pas. Ne fumez pas. Buvez un peu de bière de temps en temps. Ça, si elle est bonne. Évidemment. Et puis c'était super. Mais pour conclure, toi, t'en es où ? Écoutez, ça on fera on va regarder les 48 heures, pour les auditeurs, on va retrouver les 48 heures. Mais écoutez, moi ça commence. Là, trop bien. C'est le début. Et moi, je vais juste une dernière petite question avant de finir.
en quelques mots, un petit conseil pour des personnes qui nous écoutent et qui aimeraient devenir réalisateurs. Vraiment en quelques mots. Croyez-y, exercez-vous, et puis ne déviez pas d'un pouce. Je pense que c'est le plus important, la pugnacité, la témérité, voilà, ça a l'air tout bête comme ça, mais faut bosser, s'accrocher, et je pense qu'au bout d'un moment, comme disait un grand philosophe, Franck Ribéry, la roue tourne, va retourner, ou quelque chose du genre. Mais il y a un moment donné où il y aura un alignement de planètes nécessairement. Est-ce que vous avez à dire est pas plus con que ce que... Et pour ceux qui aspirent à devenir scénaristes, est-ce que quelques mots? C'est exactement le même conseil. Faites, ne gardez pas les trucs dans les tiroirs et ne tendez pas à la perfection, parce que la perfection, ça ne s'atteint que par la pratique. Je déteste ce genre de phrase, mais c'est vrai. Donc franchement... Laissez pas les scénars dans les tiroirs. Et j'ai contacté des scénaristes plus âgés et posé leur plein de questions. Il y en a qui répondent. Moi, je réponds. Allez prendre des cafés. Non, mais allez prendre des cafés, choper des conseils et pas de fierté mal placée. S'il faut taffer avec un mec plus capé et peut-être faire le ghostwriter un tout petit peu de temps en temps. Enfin, franchement, pas de snobisme, pas de complexe. Il faut y aller. Il faut pratiquer. Si je puis abonder dans ton sens, je dirais faites lire ce que vous écrivez. Pas forcément à votre daronne, parce qu'elle va toujours trouver ça génial, mais à des lecteurs aguerris. Ça dépend de la daronne. Mais moi, la mienne, oui. Je peux écrire un monsieur rencontre un monsieur. Bonjour monsieur, ma mère trouverait ça génial. Pas de fierté mal placée. Mais faites lire à des lecteurs aguerris et qui vont vous donner des vrais conseils. Pas des gens qui vont vous dire c'est génial ou c'est nul. Des gens qui vont vous dire attends, est-ce que ce perso il mérite pas d'être développé? Est-ce que cette ligne-là, elle mérite pas d'être un tout petit peu baissée? Ce genre de conseils. Et puis, je pense également qu'il faut se donner une rigueur. Moi, si je peux donner ma petite méthode d'écriture à mon humble échelle, c'est que tous les jours, quand je suis en développement, j'écris 10 pages. Peu importe. Parfois, les 10 sont nulles, parfois, elles sont excellentes. Mais en tout cas, j'ai toujours la phrase, je crois que c'était un architecte, je n'ai pas du tout la ref, d'un mec qui disait ça, mais globalement, il disait, on lui pose la question, comment trouvez-vous l'inspiration? Et il répond un truc génial, il dit, l'inspiration, c'est pour les amateurs, les professionnels, nous travaillons. Et je trouve ça absolument vrai et absolument génial. Parce que l'inspiration, tu peux l'avoir, mais pas tous les jours. Et pour moi, il faut quand même continuer à s'exercer et à bosser. Et moi, je vais donner un dernier conseil qui va être beaucoup plus pragmatique. C'est moi qui vais finir ce podcast. Je sais, mais c'est moi qui vais finir ce podcast. C'est une lutte à mort. Non, mais ça va être beaucoup plus pragmatique et moins poétique que ce que vient de dire Nico, et que je valide totalement. Mais soyez fiable, répondez aux mails, soyez poli, soyez rigoureux, ayez une orthographe correcte sans faire croire que vous êtes dyslexique, parce que j'ai jamais rencontré autant de dyslexiques dans notre métier. En fait, non, des fois vous êtes nul en orthographe, donc bossez votre orthographe. Présentez bien les choses. Toi, ta prononciation. Oui, je suis travailler avec non, mais juste soyez fiable et ponctuel et sérieux et entretenez les contacts et tout. Vous ferez déjà mieux que 50% des gens que je côtoie dans mon métier. Je pense que je dirais juste pour le dyslexique, je dirais pas forcément travailler votre orthographe. Je dirais bien sûr, il faut toujours essayer de faire le mieux. Moi qui ai des gros problèmes, des grosses lacunes là-dessus, je dirais faites-vous relire. Faites-vous relire avant d'envoyer. Non, mais par n'importe quel moyen, c'est pas. Et la dyslexie est une vraie pathologie, ça existe. Je dis juste que moi, je n'ai jamais autant rencontré de dyslexiques que depuis que je suis scénariste. Tu dis non, c'est juste que tu fais aucun effort, mec. Et il y en a qui sont vraiment dyslexiques et qui ont des vrais problèmes. Mais oui, quel que soit le moyen, votre métier c'est d'écrire, donc faut masteriser ça. Bien sûr. Même. Voilà. Eh bien, écoutez. Merci beaucoup. Merci à toi. Louis. Eh ben, merci d'avoir participé à E-Action. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la page Insta d'Oxyde de Fer. C'est grâce à eux que cette émission a pu voir le jour. Merci à moi, parce que Flo n'est pas là, donc c'est moi qui ai dû gérer le son. Merci à la SACD pour les locaux. Merci à Chérico pour leur délicieuse chicorée qui nous accompagne à chaque émission. Oui, ils nous accompagnent officiellement, donc on les remercie énormément. Et je vous invite à nous poser des questions dans les commentaires et à nous suivre sur notre page Insta et Action. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Salut.